Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette Agora de la République de l'ESS sur la thématique de l'ESSisation, plus précisément, et si l'ESS voyait plus grand, ESSiser l'économie pour une société plus juste et plus solidaire. Je m'appelle Pauline Rofast et je vais animer notre échange aujourd'hui. Nous organisons cette Agora en partenariat avec Aesio Mutuel qui s'implique depuis longtemps sur cette thématique de l'ESSisation de l'économie. Et nous avons le plaisir d'avoir plusieurs invités avec nous que je vous présenterai tout à l'heure. Peut-être un petit rappel, cette Agora s'organise dans le cadre du projet de la République de l'ESS, une initiative d'ESS France, la Chambre française de l'économie sociale et solidaire. ESS France a souhaité, avec ce projet de République de l'ESS, faire en sorte que l'ESS se questionne, échange et solidifie, consolide la vision du monde qui rassemble les différentes structures de l'économie sociale et solidaire, par-delà ces différences de famille, par-delà les secteurs dans lesquels les structures s'implantent. L'objectif, c'est que on formalise cette vision du monde qui nous rassemble. Et donc, le projet de République de l'ESS sert à cela, à formaliser ces réflexions et à les nourrir. Et donc, pour nourrir ces réflexions, on organise régulièrement de tels moments de débat, donc de tels agora. Et aujourd'hui, on est ravis d'en faire une sur le sujet de l'ESSisation de l'économie. Alors, quelques mots pour introduire nos échanges. Le point de départ, c'est si l'ESS souhaite incarner l'économie de demain ou bien en influer la norme, elle doit de fait s'implanter dans de nouveaux secteurs, sur de nouveaux métiers où elle est traditionnellement peu ou pas présente. Et bien évidemment, une telle ESSisation de l'économie ne bénéficierait pas simplement aux structures de l'ESS, mais c'est indissociable de la recherche du bien commun. Si on veut avoir une société juste et prospère, sociale et solidaire, on ne peut pas l'avoir sans une économie qui allie à la fois performance, résilience, utilité sociale, gouvernance partagée et soutenabilité. ESSiser l'économie, ça implique donc que l'ESS se dote d'une ambition forte et renoue avec un esprit de conquête et de développement. Cela implique également d'identifier des secteurs dans lesquels s'implanter et c'est un enjeu essentiel de cette dynamique. On pense à de nombreux secteurs, la révolution numérique, le secteur des médias. On a un acteur présent dans notre panel qui va nous en parler. On va travailler aussi dans les mois à venir, ESS France en partenariat avec Aesio Mutuel sur les secteurs du BTP, du textile. Bref, il y a de nombreux terrains qui pourraient permettre d'implanter un peu durablement l'économie sociale et solidaire sur de nouveaux domaines d'activité. Et puis, on a d'autres enjeux. Comment on favorise la bascule du privé lucratif vers des modèles qui incluent des principes de fonctionnement de l'ESS. Bon, cette dynamique, elle est encore émergente à ce stade, mais en tout cas, beaucoup d'acteurs se posent ces questions-là, comment donner davantage de sens à leur projet entrepreneurial et pourraient éventuellement se tourner plus fortement vers l'ESS dans les mois et les années à venir. Et donc, finalement, aujourd'hui, ce dont nous allons parler, c'est comment se réconcilier avec un esprit de conquête, comment se développer l'ESS sans pour autant perdre, entre guillemets, les valeurs qui nous animent, quelles sont les opportunités pour ESSiser la société, tout simplement, et si l'ESS voyait plus grand. Et donc, nous inviter pour en parler aujourd'hui, tout d'abord, Samira Samer, qui est donc responsable économie sociale et solidaire chez Aesio Mutuel. Merci beaucoup, Samira, pour ta présence à nos côtés. Nous avons également Timothée Duverger, alors qu'il y a un petit souci de caméra, mais néanmoins qui est bien là, n'ayez crainte, et qui nous apportera son éclairage et qui est maître de conférence associé à Sciences Po Bordeaux. Nous avons également Frédéric Villot, qui est président fondateur de Mediatico, un média de l'ESS pour l'ESS. Et également Angie Gaudion qui arrivera dans quelques instants et qui est chargée de relations publiques, coordinatrice chaton à l'association Framasoft. Et donc, nous allons maintenant démarrer nos échanges en commençant
par une intervention donc de Samira Samer d'Aesio Mutuel qui va nous parler notamment de la manière dont Aesio Mutuel conçoit la démarche de SSisation. Pourquoi finalement Aesio Mutuel a décidé de s'impliquer sur cette thématique et cette dynamique en tant qu'acteur de la protection sociale. Je te laisse la parole, Samira. C'est à moi. Merci Pauline. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Pauline, merci à nos participants qui vont prendre part à nos échanges aujourd'hui. Merci également aux intervenants qui vont nous permettre de faire vivre ces échanges. Donc Samira Samer, je suis responsable économie sociale et solidaire chez Aesio Mutuel. J'ouvre un peu de façon liminaire ce webinaire, comme l'a dit Pauline, parce qu'en effet, l'ESSisation, c'est un concept, un mot qui a été initié par Aesio Mutuel il y a maintenant un an. Et donc, je vais un peu expliquer ce en quoi consiste ce concept qui est avant tout une ambition. Alors, je vais mettre un peu les pieds dans le plat sur la sémantique parce que, bien sûr, tout le monde y aura vu le clin d'œil ou le pied de nez à l'ubérisation. Chacun y voit. Voilà, je suis pas là pour faire de la critique, mais à l'ubérisation, hein, qui a quand même été un mouvement un mouvement économique qui a quand même caractérisé la dernière décennie sur un certain nombre de secteurs de nos activités. Donc l'idée, j'y reviendrai, c'est pas de se mettre en opposition par rapport à ce phénomène et tout le moins-disant social, voire la casse sociale qu'il a créé un soir clair. Mais l'ESSisation, l'ambition première, c'est vraiment de donner une vision, un cap, un horizon à l'ESS et de montrer que justement, elle peut incarner une économie d'avenir pour prendre la suite sur les prochaines décennies et incarner des modèles économiques qui permettront de répondre aux aspirations citoyennes et aussi aux méfaits sociaux sur certains aspects dans les modèles économiques qu'on a assisté lors des dernières décennies. Donc c'est avant tout ça, c'est avant tout un cap et une vision politique pour nos entreprises. Parce que, et puis j'en finirai là-dessus sur Uber, quoi qu'on puisse dire de cette entreprise, elle a quand même eu le mérite de réussir le tour de force, d'arriver à caractériser tout un processus de production qui est basé, on le sait, sur la plateformisation et l'algorithmisation, et qui a influencé des pans entiers de notre activité, enfin de nos économies. Je pense notamment au secteur des coursiers et à celui de la restauration. On verra peut-être par l'avenir la façon dont aussi nos modèles économiques peuvent réussir à réinvestir ces secteurs d'activité dans les modèles de travail et notamment sur le volet social de façon plus vertueuse. Mais voilà, l'ambition, c'est vraiment de donner une vision à l'ESS et montrer qu'elle est l'économie d'avenir par rapport aux aspirations citoyennes, mais également politiques, qu'on a beaucoup entendu ces dernières années, pour prendre une part plus large de notre économie. Je suis revenue un peu de façon volontaire sur tous ces aspects qui sont liés à la digitalisation, simplement parce que cette notion de SSisation, elle a émergé dans le cadre d'une étude qu'on a conduite il y a un peu plus d'un an avec l'Institut Sapiens, qui s'appelle l'ESS pierre angulaire de la société numérique, qui met en évidence une chose, qui est que à l'aune d'une société, d'une économie qui tend de plus en plus à se digitaliser, l'ESS va réussir à tirer son épingle du jeu, tout simplement parce que l'ESS est présente sur des métiers de l'humain, du soin, de l'accompagnement, du lien, qui, eux, ne pourront jamais être algorithmisés. Il y a un exemple assez frappant qu'on prend souvent pour illustrer ça, c'est que on voit émerger, même on voit se développer depuis une décennie, voire plus, une chirurgie algorithmique, hein, où l'acte du chirurgien est suppléé, assisté par un algorithme qui potentiellement pourrait même remplacer le chirurgien à horizon 2050, mais par contre, l'acte de l'infirmière, de l'aide-soignante, tout le soin, le lien, l'attention portée aux autres
à travers ces métiers-là, d'aide-soignants, d'infirmières, eux ne pourront jamais être remplacés. On le voit très concrètement, j'en parlais également il y a peu de temps avec des collègues, les bienfaits d'un lien construit et humain entre le soignant et le soigné qui contribue à diminuer les risques de rechute, de réhospitalisation, voire d'entrée en dépendance pour un certain nombre de patients accompagnés. C'est aussi une idée intéressante parce qu'on l'a vu dans le cadre de la période post-confinement, on a entendu tous ces débats sur une revalorisation ou en tout cas un regard, une façon de jauger les métiers, notamment les métiers qu'on a qualifiés de première ligne et de seconde ligne, à l'aune de leur utilité sociale et à l'aune de leur contribution à la poursuite de secteurs essentiels de notre économie, de notre société. Je pense aux métiers du soin, du lien, des caissières, etc. Donc le message de cette étude, il est simple, c'est de se dire que l'ESS sera toujours indispensable. L'ESS et les métiers dans lesquels elle est traditionnellement très implantée ne pourront jamais être robotisés et remplacés. Partant de là, l'ESSisation, son message, il va encore au-delà. C'est de dire aux acteurs et aux entreprises de l'ESS, allons oser investir de nouveaux secteurs de l'économie, allons défricher de nouvelles filières pour représenter une force économique encore plus grande demain. Donc, de façon un peu théorique, l'ESSisation, on l'a définie comme une dynamique de développement de l'économie sociale et solidaire à des secteurs et métiers où elle est traditionnellement peu ou pas présente. À travers, au-delà de cette définition, il y a plusieurs ambitions qui sont portées par ce concept. La première ambition, elle est bien évidemment économique. L'idée, c'est d'encourager l'ESS à prendre une part plus large dans notre économie, à ne pas se cantonner à ces précarés, aux secteurs dans lesquels on la connaît bien, elle est traditionnellement présente, mais d'aller oser défricher de nouveaux pans de l'économie, bien évidemment pour servir sa croissance, son changement d'échelle. On parle souvent de tiers secteur et pourquoi l'ESS ne représenterait pas 30% de notre économie, 30% de notre PIB. Allons-y, faisons preuve de cette audace. Donc la première ambition, elle est économique. La deuxième ambition portée par ce concept, elle est plus macroéconomique. La volonté, le souhait, c'est que les entreprises de l'ESS, en investiguant de nouveaux secteurs de l'économie, arrivent à en changer de façon systémique les fonctionnements. L'exemple le plus parlant qu'on prend généralement pour parler de cette dynamique, c'est celui d'Enercop, que je pense la plupart de nos participants connaissent, qui est un des pionniers de la fourniture d'énergie solidaire et responsable, qui à l'époque, quand il investit aux côtés d'autres ce secteur ultra concurrentiel de l'énergie, contribue à bousculer, challenger les comportements des acteurs en place et également à faire évoluer la réglementation du secteur. Et on voit de façon très concrète, on y assiste depuis un certain nombre d'années, beaucoup d'acteurs, enfin beaucoup de fournisseurs d'énergie ont verdi leurs offres. On voit chez les plus traditionnels. Alors, est-ce que c'est complètement vert? Est-ce que c'est du greenwashing? C'est un autre débat. Et je pense qu'il y a des acteurs très pertinents et des classements qui savent le dire. Mais en tout cas, il y a eu cette volonté imposée par la réglementation de façon volontaire pour répondre aux aspirations citoyennes, d'avoir des offres plus résilientes économiquement et écologiquement. Donc ça, c'est vraiment une ambition forte de l'ESSisation, challenger, bousculer et responsabiliser davantage les pratiques des acteurs. Et puis une dernière ambition de l'ESSisation, c'est également celle de pouvoir faire vivre une économie plurielle, c'est-à-dire qu'on considère que l'ESS peut et doit prendre sa place dans tous les secteurs de l'économie. J'en exclus bien évidemment les secteurs qui ne sont pas éthiques, mais l'ESS et ses modèles économiques ont une plus-value à apporter sur la chaîne de valeur des produits et services dans plusieurs secteurs de l'économie. Elle ne doit pas s'interdire d'y aller. On voit déjà à travers des outils tels que la délégation de services publics ou l'administration, l'acteur public,
n'est pas en mesure ou n'est pas le plus compétent pour aller intervenir sur des projets très territorialisés ou auprès des publics en particulier. Elle peut faire appel à des acteurs de l'ESS, de la même manière que des acteurs du lucratif vont être plus outillés pour intervenir, je dis n'importe quoi, une start-up très agile sur des sujets d'innovation, etc. Et donc, il y a une véritable complémentarité entre secteur public, secteur non lucratif et secteur privé lucratif. Chacun a sa plus-value. Ils doivent pouvoir travailler de manière complémentaire. Donc, en effet, il y a toute cette volonté de défendre cette fertilisation croisée des trois secteurs et de se dire que l'ESS doit être présente partout parce qu'elle a partout une plus-value à apporter aux acteurs publics et privés lucratifs. Voilà pour un peu mieux expliciter ce concept. Alors, quand on a dit ça, on se demande, et j'imagine que c'est aussi ce que se demandent nos participants, comment on agit concrètement et quels sont les leviers. Je vais en partager avec vous quelques-uns auxquels on a déjà réfléchi, notamment en partenariat avec ESS France, tu le disais tout à l'heure. Le premier mouvement, pour nous, c'est simplement celui de l'audace. On pense que beaucoup d'entreprises de l'ESS, d'acteurs, ont tendance à se cantonner au secteur de l'économie sociale et solidaire dans lesquels elle est déjà largement reconnue. Et on le voit par exemple, j'y reviendrai peut-être plus tard, sur le plan de relance. L'ESS est clairement identifié et fléché sur des mesures strictes. Mais l'ESS, ce n'est pas que les secteurs ou la quinzaine de branches professionnelles dans laquelle on la connaît. Elle doit aller au-delà. Et donc, on pense qu'effectivement, l'ESS a toujours été à l'initiative de transitions importantes dans l'alimentation durable, par exemple, avec la création du bio, et qu'elle doit continuer à faire preuve de cette innovation pour aller là où on ne l'attend pas. Il y a différents leviers pour ça. Il y a en premier lieu celui du digital, dont l'usage est encore trop timide chez nos entrepreneurs. Selon nous, c'est pas un outil qui doit faire peur. On ne doit pas avoir peur de renoncer à son âme. On reste une entreprise de l'ESS, mais on peut se saisir de cette opportunité pour changer d'échelle. Et puis, il y a aussi, je l'avais évoqué tout à l'heure, ce levier de la coopération mixte. On doit pouvoir travailler avec d'autres acteurs de l'ESS, mais également avec des secteurs du lucratif et des acteurs publics dans des coopérations, si ça peut nous permettre de changer d'échelle, de rentrer dans des logiques d'investissement, de grossir et de prendre une place plus importante dans notre économie. C'est un peu voilà, cette idée de sortir du compte à soi et d'aller prêcher à l'extérieur et également nous faire connaître du grand public. C'est une réalité. Il y a une deuxième piste aussi qui nous semble intéressant à travailler. Tu me dis si vous m'entendez mal, Pauline, parce que j'ai un petit message de réseau. Mais non, c'est bon, super. C'est tout ce qui est lié au secteur essentiel ou plus largement à ce qu'on appelle les biens communs. Je pense effectivement au secteur de la santé, parce qu'on est troisième mutuelle de France à Isio Mutuelle, mais également, voilà, quand on parle d'éducation, de culture, de gestion de tout ce qu'on appelle les patrimoines matériels, immatériels, l'ESS et ces modèles économiques qui ne sont pas financiarisés, qui ne répondent pas à des logiques d'actionnariat, qui ont des gouvernances participatives et donc voilà, qui portent des valeurs d'éthique, doivent s'investir davantage dans ces secteurs. On est un peu un garant, une boussole du respect de ces valeurs-là. Et il y a pour nous tout un pan, voilà, plein de secteurs qu'on pourrait là-dessus investir ou réinvestir via la relocalisation. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que je crois qu'il y a eu un webinaire qui était entièrement consacré à la thématique, mais on a vu tous ces débats qui ont été liés à des problèmes de gestion, d'approvisionnement sur des chaînes de production de biens à caractère essentiel. Sur le volet sanitaire, il y a aussi là une réelle opportunité pour l'ESS de montrer que sa présence très territorialisée et ses modèles économiques qui placent l'humain en premier sont parfaitement outillés et les plus pertinents pour investir ces secteurs-là. Et puis on a tout l'exemple, on pourra en reparler, des coopératives qui se sont créées autour de la production de masques, etc. Et là, encore une fois, il existe des leviers. J'ai évoqué tout à l'heure les délégations de services publics. Il y a également la forme de la SIC. J'imagine que ça avait été évoqué, qui permet à l'État d'être actionnaire de projets de coopérative. Et là, on pense vraiment qu'il y a, voilà, il y a une forme de responsabilité aussi chez les réseaux de pouvoir outiller et amener leurs adhérents à davantage creuser ces pistes qui montrent toute la plus-value de nos modèles économiques.
Voilà pour partager des pistes un peu macro. Et puis, je vais juste enchaîner, si j'ai encore un petit peu de temps, Pauline, sur des outils concrets sur lesquels on a travaillé, nous, au niveau d'Aesio Mutuel. Le premier, on travaille en partenariat avec le French Impact sur un dispositif qui s'appelle ESS Relance, dont l'objectif est de favoriser la communication sur les mesures du plan de relance dédié à l'ESS et les entrepreneurs de l'ESS dans les territoires, enfin de faire du matchmaking en fait entre ces mesures, les administrations qui travaillent là-dessus et les entrepreneurs dans les territoires pour qu'elles investissent davantage ces dispositifs-là. Il y a des fonds disponibles, il faut y aller, il faut oser rentrer dans des logiques d'investissement. Mais comme je le disais tout à l'heure, et on partage clairement le message avec ESS France et Jérôme Sadier, qui en est un excellent porte-parole, les entreprises de l'ESS ne doivent pas se cantonner à aller investir les mesures qui sont strictement fléchées sur l'ESS. L'ESS, ce n'est pas que l'aide à domicile, l'IAE et j'en passe, même si on est très fiers et il faut continuer à être davantage présent dans ce secteur, il faut aller au-delà. L'idée, c'est de ne pas aller là où on nous demande d'aller. L'ESS peut parfaitement intervenir sur des chantiers, des travaux liés à la revalorisation du patrimoine bâti, les paysages, j'en passe, etc. On doit aller chercher au-delà. On ne doit pas aller là où on nous demande d'aller. Donc ça, c'est un premier dispositif très concret qu'on travaille dans les territoires. Et un deuxième engagement qui permet aussi d'exemplifier la façon dont on peut s'engager dans cette dynamique. Tu l'as évoqué tout à l'heure, Pauline, c'est le travail qu'on fait en partenariat avec ESS France autour de notes d'opportunité pour une ESSisation qui devrait voir le jour début 2022, où en fait on a été chercher volontairement des secteurs très éloignés de l'ESS. Tu as cité le textile et le BTP. Là, c'est un côté un peu provocateur, mais en gros, on va faire des monographies sectorielles qui permettent de faire un état des lieux un peu des dynamiques économiques, réglementaires de ces secteurs-là, la présence également ou pas des entreprises de l'ESS, pour aller identifier quels seraient les leviers financiers, économiques qui nous permettraient d'avoir une présence élargie dans ces secteurs-là. Donc, on devrait en sortir un certain nombre qui verront le jour début d'année prochaine. Voilà pour illustrer concrètement certains leviers, mais les intervenants qui vont également prendre la parole à la suite sont aussi des exemples d'inspiration. Voilà, Pauline. Merci beaucoup, Samira, pour cet éclairage sur votre vision de l'ESSisation. Je vois qu'on a quelques questions qui commencent à émerger. N'hésitez pas à en poser tout au long de notre échange. Nous aurons bien évidemment un temps de questions-réponses avec tous les participants. Donc, vraiment, n'hésitez surtout pas. À présent, je vous propose de passer la parole à Frédéric Villot, qui va nous parler de son expérience sur un acteur médiatico dont il est le président fondateur, donc un acteur du champ des médias, pour qu'il nous parle de son expérience de contribution à l'ESSisation d'un secteur particulier, celui des médias. Donc, Frédéric, je vais te laisser me faire part de ton éclairage sur ce point-là. Et peut-être juste avant, on a donc quelques petites difficultés techniques avec certains de nos intervenants après, mais que nous espérons résoudre au plus vite. Frédéric, à toi. Merci Pauline et merci à ESS France et à Aesio pour cette web conférence. L'ESSisation, effectivement, c'est assez essentiel pour les gens qui sont aujourd'hui dans le secteur de l'économie sociale et solidaire depuis longtemps, parce que on a effectivement, comme le disait Samira, un peu trop, depuis trop longtemps, tendance à tourner en rond et à faire de l'entre-soi. Après, moi, je peux vous parler de l'expérience que j'ai avec Mediatico en tant que média expert de l'économie sociale et solidaire et de l'économie à impact. C'est l'appellation de notre baseline aujourd'hui, c'est comme ça qu'on l'écrit et qu'on le décrit. Mais j'y reviendrai, ESSiser l'ensemble du secteur des médias, ça c'est une autre affaire. Alors, je vais vous raconter un petit peu Mediatico. C'est un média que j'ai créé après avoir travaillé 20 ans dans un grand journal économique du matin en France. Et à un moment, je me suis dit, mais
j'ai traversé avec eux notamment, enfin beaucoup d'événements en économie et en finance, et notamment la grande crise financière de 2007-2008 et qui est allée jusqu'à 2011 avec la crise de la dette et la crise de la zone euro. Et je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas continuer à fonctionner, le monde ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire chacun à notre niveau? Et moi, qu'est-ce que je peux faire en tant que journaliste quand j'observe ce que j'observe et que je me dis, il y a quelque chose qui me convient pas? Et je me suis dit, la première chose, je me suis dit, bah, peut-être qu'il faut faire rentrer des sujets qui comptent différemment dans le capitalisme et qui sont peut-être un peu moins capitalistes que les autres dans les lignes éditoriales des journaux et dans mon journal en particulier. Donc j'ai essayé de pousser quelques sujets. Très rares sont les sujets que j'ai réussi à faire passer. Il y en a eu quelques-uns, mais très peu. Et à un moment, je me suis dit, bah, peut-être que je ne suis pas à la bonne place. Et mon parcours fait que, à un moment, je me suis dit, et si je montais ma propre boîte pour faire valoir en fait voilà, la ligne éditoriale qui me correspond mieux et dont je sens qu'elle répond à des attentes dans la société civile. Donc au début, j'ai pas voulu créer un média, j'ai voulu créer une agence de presse pour créer des contenus que je vendrais aux journaux et aux chaînes de télé. Personne n'a voulu de mes propositions et de mes productions. Donc j'ai dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais faire mon propre média. Et c'est comme ça que Mediatico est né. Mediatico, donc en janvier 2014, on ouvre le site web. C'est un média en ligne exclusivement, qui travaille à base de vidéos et dont la mission est de montrer qu'il y a des modèles économiques différents qui sont vertueux et qui fonctionnent. Voilà, ce ne sont pas juste des belles idées et des lubies qui vont mourir au bout de 6 mois parce qu'il n'y a pas de modèle économique. Non, non, il y a effectivement dans l'ESS beaucoup de modèles économiques qui fonctionnent. Donc, on fait ça depuis un peu plus de 6 ans maintenant. Et en fait, bah voilà, à un moment, j'ai voulu être cohérent dans l'existence de mon média avec les valeurs que je prônais. Donc, j'ai pris 2 décisions. La première, c'est de travailler dans un tiers-lieu où on rencontre beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, on a vécu pendant 4 ans en immersion au sein des grands voisins. Et puis, la deuxième décision stratégique, c'était d'être reconnu moi-même, enfin Mediatico, comme acteur de l'économie sociale et solidaire en demandant l'agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. L'agrément nous a d'abord été refusé et parce qu'en fait, on nous a dit, mais vous ne faites rien d'autre que ce que font tous les autres médias. Et là, cette réponse m'a heurté. Je me suis dit, mais pas du tout, on ne fait pas du tout comme les autres médias, mais comment l'expliquer, comment le montrer? Et vous savez comment sont faits les formulaires administratifs. Chaque fois que je répondais dans les cases, ben, la réponse ne convenait pas et je trouvais que les cases étaient trop étroites. Donc, j'ai fait un recours et j'ai fait une lettre de 5 pages à l'administration en expliquant précisément ce qu'on faisait au quotidien dans un média comme Mediatico. Et nous avons fini par obtenir l'agrément ESUS. Donc, évidemment, aujourd'hui, j'en suis très fier. Mais ça montre la difficulté d'abord de se faire reconnaître comme média de l'ESS. Ensuite, je voudrais dire une autre chose, c'est que est-ce qu'on peut ESSiser le secteur des médias? Donc, enfin, bon, avec l'exemple que je viens de vous dire, vous voyez qu'on peut ESSiser un média. On peut, avec une volonté forte, quand elle est portée à la direction, en l'occurrence c'est moi, mais on est une équipe chez Mediatico, on peut faire d'un média un média de l'ESS et pour l'ESS, comme tu le disais Pauline, merci pour ça. ESSiser l'ensemble des médias, ça c'est autre chose, parce que je vais revenir quand même sur ce que c'est qu'un média. Un média, d'abord, c'est un outil d'information avec des journalistes qui relatent des faits de façon la plus honnête possible pour des lecteurs qui ont besoin de se forger une opinion sur la marche du monde, la marche de leur village. Et donc, une fois que j'ai dit ça, vous comprenez qu'il y a un enjeu démocratique important derrière le rôle des médias. Notre rôle, en fait, c'est de trier le vrai du faux et c'est d'éclairer le jugement des citoyens tous les jours et en particulier avant d'aller voter, avant de glisser un bulletin de vote dans son urne. Et donc, quand on a des échéances électorales, et celle de 2022 en fait partie, évidemment, on se dit que notre rôle est encore plus important que d'habitude. Donc, en ce sens, vous voyez qu'avec une telle vocation qui va dans le sens de l'intérêt général, on se dit que les médias et le secteur de l'ESS ont beaucoup de choses à partager. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si
dans le secteur des médias, on a quelques médias qui relèvent de l'économie sociale et solidaire. Je vous ai parlé de Mediatico, mais je pourrais parler d'alternatives économiques qui, eux-mêmes, ils sont en coopérative, c'est une SCOP. Et puis, vous savez aussi sans doute qu'il y a beaucoup de médias spécialisés qui se focalisent sur le secteur de l'économie sociale et solidaire dans leur ligne éditoriale, sans forcément appartenir au secteur. Donc, ils se focalisent sur les enjeux sociaux, sur les enjeux de transition écologique, sur les solutions à apporter face aux défis actuels. Et d'ailleurs, on parle chez nous d'une typologie de journalisme qui est le journalisme de solution, parce que c'est vrai que quand on regarde le journal télévisé, on en a marre de voir les mauvaises nouvelles, et on a en ce moment, pendant la COP26 en particulier, on l'entend, les gens ils disent mais au lieu de nous dire ce qui ne va pas, donnez-nous des solutions pour améliorer les choses. Donc voilà, vous voyez que tout ça, c'est le reflet d'une chose, c'est que les journalistes, ils sont à l'écoute de l'évolution de la société. Et puis, il y a un autre phénomène dont j'ai envie de vous parler. On l'a vu pendant la pandémie, il y a pas mal de sujets liés à l'économie sociale et solidaire qui sont arrivés dans la grande presse, parce que le secteur sanitaire et social était en première ligne, parce que les associations de solidarité étaient en première ligne, et on a vu beaucoup de sujets sur l'ESS et le secteur associatif, faute d'avoir beaucoup d'autres actualités, parce que la France était paralysée. Et il y a une question de fond, moi, que je me suis posée à ce moment-là, c'est est-ce que cette façon de traiter l'information dans les médias va durer ou pas? Alors, j'ai un petit peu mon idée de la réponse, je pense qu'on va revenir en arrière, mais la question, elle est ouverte parce que les médias ont découvert un certain nombre de nouveaux champs d'information à investiguer. Donc, j'espère qu'ils vont continuer à creuser ce sillon-là, mais c'est pas certain que ça fonctionne parce qu'on est à la veille d'une élection présidentielle et que les médias adorent fonctionner sur l'affect de leurs lecteurs. Et on le voit avec les polémiques populistes sur les réseaux sociaux et à la télévision. Donc, je ne suis pas sûr qu'on va continuer beaucoup à parler de l'ESS dans les grands médias. Et en même temps, il faut qu'on arrive à le faire. Et puis, troisième élément de réponse, le secteur des médias, c'est un secteur économique. Et donc Samira en parlait tout à l'heure du modèle économique, avec un modèle économique qui est souvent très fragile. Alors, je vous ai parlé de l'écosystème de l'information avec ses principales parties prenantes. On a les émetteurs d'information qui font de la communication. On a les producteurs d'information qui sont les journalistes. On a des consommateurs d'information qui sont les lecteurs. Et puis derrière le rideau, il y a des financeurs qui sont publicitaires, qui sont investisseurs, qui sont propriétaires. Il y a aussi des réseaux d'influence. C'est les politiques, c'est les industriels, c'est des lobbies. Et tout ce monde-là essaye en fait de mettre la main sur les médias pour en faire leur propre instrument d'influence sur les citoyens. Alors, la conséquence de tout ça, c'est qu'on voit que le secteur des médias en France, qui est sous-capitalisé, il ne peut pas se développer sans de puissants appuis financiers qui vont en fait sans cesse essayer de tirer la couverture à eux. Et regardez un petit peu ce que Bolloré a fait de iTélé, qui est devenu CNews. Regardez l'influence mondiale de Facebook ou de Google et puis toutes les polémiques qui vont avec, notamment la polémique qu'on connaît bien dans les médias qui consiste pour Google à piller le contenu de la presse et rediffuser ces contenus gratuitement dans les réponses des moteurs de recherche, tout en développant leur propre modèle publicitaire à partir d'un contenu qu'ils n'ont pas produit. Et pendant ce temps-là, nous, on ne touche pas de publicité. Donc, vous voyez que la question du modèle économique, en fait, dans l'univers des médias, elle est extrêmement importante. Et du coup, je me dis, ESSiser les médias, c'est intéressant comme idée. Si ça veut dire parler davantage de l'ESS dans les médias, alors ça, clairement, il y a un boulevard. Si ça veut dire transformer les médias en structure de l'ESS, c'est beaucoup plus difficile et pourtant ce serait la meilleure garantie en fait d'arriver à ESSiser véritablement les médias. Et vous comprenez pourquoi, parce que les médias, ils sont aux mains des industriels, des financiers, des opérateurs télécoms, des marchands d'armes. Alors, bon, on pourrait, ce qu'on peut imaginer, c'est d'avancer en tous les cas du côté des médias indépendants. Mediatico en fait partie, il y en a d'autres, hein, donc il y a, je pense à Socialterre, je pense à Care News, je pense à Imago TV, Alternative économique aussi. Bon, il y a des médias indépendants qui se créent tous les ans. Très souvent, ils sont fragiles. Très souvent, à cause de leur fragilité, en fait, ils sont conscients de leur besoin d'entrer dans des logiques de coopération ou de collaboration en réponse à leurs difficultés économiques. Et donc, par exemple, il y a en ce moment un projet de maison des médias libres
à Paris, avec un appui de la ville de Paris. Ça pourrait se faire d'ici 2, 3, 4 ans, on verra. Les loyers seraient compétitifs. Il y aurait dans cet immeuble-là des infrastructures mutualisées pour les différents médias locataires et donc ils pourraient produire, mutualiser leurs outils de production en fait. Donc voilà, là il y a des pistes intéressantes, mais je pense qu'au fond, ESSiser les médias, ça passe d'abord par effectivement porter les valeurs de l'ESS au cœur du média et ensuite suivre une ligne éditoriale qui fait en sorte de parler de l'économie sociale et solidaire parce que c'est une réponse aux attentes des citoyens, des lecteurs. Merci beaucoup pour cette intervention très éclairante, Frédéric. Je crois qu'en tout cas, sur la question de la presse et des médias, on sent quand même une lame de fond sur de plus en plus pour les lecteurs, en tout cas une volonté d'avancer vers une presse plus indépendante. Il y a une vraie dynamique qui existe de ce point de vue-là dans la société sur lequel l'ESS pourrait évidemment un petit peu surfer, puisque quoi de plus indépendant qu'un média qui serait avec des principes de fonctionnement démocratiques, etc., tels que cela existe dans l'économie sociale et solidaire. En tout cas, merci beaucoup pour cette intervention très éclairante. On va maintenant passer à une intervention de Timothée Duverger. Peut-être juste avant, petite incise, donc Angie Gaudion est en train de réussir à pouvoir se connecter et normalement devrait pouvoir prendre la parole. Néanmoins, ce n'est pas toujours simple d'un point de vue technique. Mais donc, en attendant, on va passer à une prise de parole de Timothée Duverger, donc, qui est maître de conférence associé à Bordeaux et qui va nous parler qui va nous donner son éclairage sur les stratégies de SSisation qui existent, et peut-être voilà, nous faire des petits rappels historiques également dans le cadre de son intervention s'il le souhaite. Voilà, Timothée, je te laisse la parole. Merci, bonjour. Du coup, à toutes et tous, j'ai réussi à solutionner mes problèmes en changeant de matériel. Et en changeant de lieu, je retournais chez moi pour faire du télétravail. Bon, donc c'est réglé. En tout cas, d'abord, moi, je tiens à dire avant toute chose, d'abord, moi, j'aime bien la notion. Donc, je trouve que c'est bien trouvé, voilà. Donc, je tenais à le dire pour Aesio, parce qu'effectivement, c'est plutôt malin. Et pour l'avoir testé ici ou là, je trouve que ça fonctionne bien, parce que ça dit, et ça dit plusieurs choses. Hein, c'est polysémique en réalité. D'ailleurs, vous l'avez un peu rappelé dans le propos introductif. Pour moi, au fond, si je devais, à titre, pour ma part, y réagir, je pense qu'il y a 3 dimensions, mais ça va recroiser, hein, ça va croiser un peu ce que vous avez dit, mais d'une manière un peu différente. Mais je pense qu'il y a 3 dimensions. D'une part, il y a la question de comment, au fond, l'ESS arrive à se déployer au sein de l'économie. C'est-à-dire, ce que vous avez dit, c'est 10%, ça devient 30%. Bon, au niveau des emplois, bon, c'est un peu ambitieux, hein, 30%. En tout cas, il faudrait poser la question du calendrier. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir des ambitions. Et bon, ça, c'est une première voie, effectivement. C'est on fait changer d'échelle l'économie sociale et solidaire, j'ai envie de dire, à un niveau macro, qui peut être un niveau micro aussi. C'est-à-dire qu'on le voit bien dans les groupes mutualistes, hein, il y a des phénomènes de concentration. Et d'ailleurs, ce qui est très paradoxal, mais ce qui est intéressant, c'est que ces groupes mutualistes, on les dénonce parce qu'ils se concentrent. On dit ouais, mais ils perdent ce qu'étaient les groupes mutualistes avant. Et puis en réalité, c'est ce qui justifie le fait qu'ils se repositionnent d'autant plus sur l'ESS. C'est-à-dire que paradoxalement, c'était avant qu'ils avaient oublié l'ESS et c'est maintenant qu'ils ont grossi qu'ils s'y penchent de nouveau. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est un mouvement très intéressant, en tout cas, à observer. Ça, c'est un premier niveau de réponse. Deuxième niveau de réponse, donc ça, c'est du point de vue des activités. C'est les activités. On va déployer l'ESS et les activités autour de l'ESS. Il y a un deuxième niveau qui concerne plutôt les processus, c'est-à-dire faire en sorte, au fond, que les logiques d'action de l'économie sociale et solidaire là aussi se diffusent, au fond, dans l'ensemble de la société. Donc ça, pour que ça se diffuse, évidemment, c'est une logique d'action, il faut d'abord les identifier,
Et donc, c'est en fait, ce sont surtout quelques principes qui sont les valeurs, en fait, les valeurs et les principes de l'ESS. Ça peut être la solidarité, si on prend le mouvement mutualiste ou bien le mouvement associatif, enfin d'autres, c'est la solidarité. Ça, c'est un point très important puisque c'est d'ailleurs fondateur de notre République sociale notamment. Tout l'État social s'est fondé sur le solidarisme à la fin du 19e siècle, qui était une doctrine, je faisais une communication là-dessus ce matin, c'est pour ça que je fais une parenthèse, qui était finalement l'idée de considérer que l'interdépendance est un fait social. C'est-à-dire finalement, il n'existe pas d'individu libre et indépendant, c'est pas vrai. Ce qui fonctionne, c'est l'interdépendance. Il y a le lien social. Et ce qui constitue l'individu dans son autonomie, en réalité, c'est le lien social, c'est la solidarité. Voilà, ça c'est un point, il me semble, tout à fait fondamental. Deuxième processus, c'est la coopération. C'est-à-dire, on voit effectivement dans l'ESS, on a dans le mouvement coopératif, on parlait par exemple d'intercoopération. Voilà, ça c'est une notion que je trouve très intéressante, effectivement, qui du coup peut s'étendre bien sûr à l'ensemble de l'économie sociale. Aujourd'hui, on parlerait de mutualisation et de coopération. On voit beaucoup par exemple de politiques publiques qui visent à soutenir des dynamiques d'acteurs de ce type. Je crois que ça c'est aussi un type de processus qui sont effectivement très intéressants à mettre en place, d'autant que ça viendrait quelque part, on a parlé d'ubérisation, ça viendrait s'opposer plus exactement à la concurrence. On parle du niveau européen, il y a les directives concurrence, c'est ce qui d'ailleurs crée des difficultés dans un certain nombre de champs, notamment du social. Enfin, si je prends la mise en concurrence du médico-social, si je prends la mise en concurrence des mutuelles, des complémentaires santé, bon voilà. Donc il y a effectivement des problématiques aussi autour de la concurrence. Et moi, je pense qu'il faudrait opposer à cette concurrence la coopération. D'ailleurs, c'était, je dirais, dans les fondements de l'économie sociale, il y avait cette idée-là. Quand on reprend, par exemple, les premiers penseurs, Robert Owen, etc., au début du 19e siècle, ils opposaient clairement la coopération à la compétition. Il y avait cette idée-là. C'est lui qui a inventé le mot coopération. Dans cette idée-là, je crois que ça a une certaine actualité, et ce, donc à différentes échelles par rapport à ce que je viens de dire. Donc ça, c'est, je dirais, le deuxième niveau, voilà, c'est les processus. Troisième niveau, et là, ça fait lien aussi à ce qu'a présenté Frédéric de Mediatico, sur la question des imaginaires. Je crois qu'effectivement, il faut arriver à décoloniser nos imaginaires. C'est une formule de Serge Latouche pour dire qu'il faut sortir du mythe, on va dire, de la croissance infinie. Voilà. On est dans des sociétés qu'il faut rendre soutenables, bien entendu, et donc ça veut dire qu'il faut déséconomiciser nos esprits. Donc il faut euciser l'économie, mais sans doute déséconomiciser nos esprits. Voilà. Donc ça, c'est un point, je pense, décoloniser nos imaginaires. Vous voyez, il faut arriver à le dire aussi, je me suis entraîné avant. Donc, toujours est-il qu'il faut décoloniser nos imaginaires. Ça veut dire effectivement que pour essayer de changer de modèle, il faut penser autrement. Voilà, ça c'est un point qui me semble tout à fait fondamental. Et donc montrer, évidemment, pour penser autrement, il faut aussi montrer que d'autres possibles existent. Et donc, c'est pour ça que je trouve très intéressant, évidemment, la démarche du journalisme de solutions qui se développe, effectivement. Moi, je suis assez frappé de voir le nombre de médias qui se développent alors avec fragilité, on est tout à fait d'accord. Bon, c'est des bricolages, c'est souvent un peu compliqué, mais n'empêche que je trouve que ça se développe. Voilà. Et ça, c'est quelque chose à signaler. Alors, il y a le journalisme, mais il y a aussi, je pense, tout ce qui relève du champ de l'expertise, et que notamment les expertises scientifiques, et je pense qu'il serait intéressant, il y a beaucoup de formations par exemple qui se développent dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Je regardais l'autre jour sur le site du réseau interuniversitaire de l'ESS, on a à peu près 80 formations, que ce soit des licences, masters, enfin les différents niveaux qui peuvent exister, 80 formations en France dédiées, consacrées à l'ESS. Voilà. Ça participe évidemment au changement, parce qu'au-delà de ces formations, souvent il y a des modules qui peuvent se créer dans d'autres formations. Ça participe de l'ESisation, de la diffusion de l'ESS. Il me semble que c'est un élément intéressant au niveau de l'enseignement supérieur, mais il faudrait évidemment le poser dans les échelons inférieurs, notamment tout ce qui concerne l'éducation nationale. L'ESPER le fait, mais sans doute faudrait-il aller évidemment plus loin et plus fort de ce point de vue. Et puis, on pourrait donc poser la question de la recherche, c'est-à-dire pourquoi je me souviens d'une étude de Philippe Frémaux qui avait questionné des économistes et qui leur avait fait dire qu'en fait, ils n'y connaissaient rien à l'ESS. Voilà, ça c'est quand même tout à fait frappant. Et d'ailleurs, quand on regarde la loi Pacte sur les entreprises, notamment entre autres choses sur les entreprises à mission, qui a fait un super rapport, la Nota Senar, etc., sur le sujet de l'objet social de l'entreprise, on observe en fait l'ESS est très peu présente en réalité. D'abord parce qu'elle a sans doute,
s'est peut-être pas assez mobilisé sur le sujet, on n'est peut-être pas totalement allé la chercher spontanément non plus. Et puis, les auteurs qui réfléchissent à ces questions de responsabilité de l'entreprise, en réalité, si ce n'est dans une introduction citer vite fait les coopératives du 19e siècle, ils ne développent pas réellement les modèles de l'ESS. Donc là, vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, ce qui fait la légitimité au fond de l'ESS, dans les imaginaires, il y a une question à se poser sur ces canaux-là. Voilà. Donc il y a la presse, mais ce n'est qu'un aspect, à mon avis, de l'affaire, même si c'est un aspect très important. Il y a évidemment d'autres enjeux, d'autres espaces dont il faut se saisir. Voilà. Alors après, peut-être pour avancer un petit peu là-dessus. Moi, je crois qu'en termes de stratégie, du coup, une fois qu'on a présenté un petit peu voilà, les différentes directions dans lesquelles qu'il faudrait investir, au fond, en termes de stratégie, mon sentiment, c'est qu'il faut évidemment que l'ESS, surtout qu'elle dit répondre aux besoins et aux aspirations de la société, c'est ce qui fait sa marque de fabrique, ce qui est vrai, évidemment, et y compris ce qui se révèle et ce qui se dévoile sans problème du point de vue historique. On le voit à travers la protection sociale a notamment été inventée par l'économie sociale et solidaire, par le patronat aussi, ça on le dit un peu moins, mais il y avait, en tout cas, l'ESS a eu sa contribution de ce point de vue. Et puis, donc, c'est vrai aussi du point de vue de l'écologie. On a cité Enercop tout à l'heure. Il y a des transitions qui sont prises en charge par l'ESS, mais je crois qu'il faut vraiment l'affirmer et ce très clairement. C'est vrai que l'ESS a souvent été défini par le principe de double qualité, c'est-à-dire le bénéficiaire, c'est le sociétaire. Donc, on est sur l'intérêt collectif des membres. C'est vrai, et c'est très bien ainsi. Mais sans doute faut-il interroger cela. D'ailleurs, c'est ce qui se fait très souvent, hein. C'est-à-dire faut poser la question de quelle est l'externalité du point de vue de l'ensemble de la société, au-delà des seuls membres. Voilà. Je pense que c'est important aussi de questionner ça. Voilà, constamment, il y a nos membres, mais il y a aussi l'extérieur de la société. Et donc, si je dis ça, c'est parce que je pense qu'il faut se poser la question de comment l'ESS apporte, construit, propose des solutions aux grandes mutations. Il y a un magnifique chat. Le mien, je l'ai enfermé, comme ça, c'est pour Pauline. Et donc, du coup, comment l'ESS construit des solutions face aux grandes mutations de la société. Je pense qu'il y en a plusieurs, il y en a quelques-unes qui ont été évoquées. La première, évidemment, c'est la transition écologique. L'ESS s'est plutôt positionné historiquement sur la question sociale, en lien notamment à ce que je disais sur le solidarisme. Enfin, ça a participé de tout cela. Et l'ESS s'est fondé sur la question sociale, en réalité, au 19e siècle, qui n'était à l'époque pas traitée. Bon, aujourd'hui, il y a quand même des bases. Hein. Tout n'est pas réglé, loin de là, mais bon, il y a des bases. Donc, il faut peut-être aller plus loin et poser la question poser l'enjeu de la question écologique. Voilà, je crois que là, il y a clairement une grande mutation sur laquelle il faut que l'ESS se positionne. Et c'est vrai que l'ESS n'a pas toujours le réflexe de se positionner là-dessus. D'ailleurs, quand on regarde les productions, alors c'est vrai que les journalistes là-dessus sont très intéressants parce qu'on voit beaucoup d'articles sur justement les solutions de l'ESS en matière de transition écologique, mais des livres, des travaux de recherche, des choses comme ça sur le sujet, il n'y en a pas. Là, il y a le livre de Camille Dorival qui vient de sortir sur le sujet, c'est presque une exception, donc sur la transition écologique ici et maintenant. Donc je crois que ça, c'est un sujet vraiment, et dans l'ESS, il n'y a pas forcément le réflexe, j'ai envie de dire toujours, à ce niveau-là. Il y a le réflexe au niveau territorial. C'est-à-dire les acteurs des territoires, c'est plus spontané, on va dire. Mais dans les grandes organisations, c'est peut-être moins vrai. Donc je pense qu'il y aurait un sujet, effectivement, du point de vue des transitions écologiques. Il y a la question, moi je crois, donc j'ai parlé de la question sociale, je passe rapidement dessus, mais il y a un vrai sujet hein, sur l'emploi, sur la pauvreté, enfin il y a des sujets de fond et sur l'emploi, y compris d'ailleurs en s'interrogeant sur ses propres pratiques. On le sait, hein, il y a toute une sociologie critique qui questionne notamment alors c'est les assos qui prennent le plus, mais si je prends certains ouvrages de journalistes, notamment sur la souffrance en milieu engagé de Pascal-Dominique Rousseau, c'est plus large que les associations, bien sûr. Donc c'est pour ça que je crois qu'il faut, là aussi, évidemment, être exemplaire hein, de ce point de vue, ou autant que possible. Hein, personne n'est parfait, ça va de soi, mais en tout cas, on a une forme d'exigence de moyens, d'obligation de moyens, à minima, là-dessus. Mais donc, je pense qu'en tout cas, il y a une mobilisation autour de l'emploi à mener, une mobilisation autour des sujets de pauvreté, d'exclusion, la question des migrants, par exemple, parce qu'aujourd'hui, ça se concentre beaucoup là-dessus, les jeunes, la question de la précarité des femmes. Enfin bon, il y a un certain nombre de sujets, je pense qu'il faut totalement s'emparer. Troisième question, c'est la transition démographique.
Moi, je crois beaucoup dans l'idée, bon, on est face à une transition absolument massive. Je veux dire, parce que la longévité aujourd'hui de nos populations fait que il y a la dépendance, il y a un certain nombre de sujets qui vont être posés autour de ça, et on l'a vu particulièrement à l'épreuve de la crise, hein, à travers tout ce qui s'est passé dans les EHPAD, avec la nécessité de procéder à un virage inclusif de l'ensemble de ces structures. Donc là, je crois qu'il y a un vrai enjeu. Évidemment, l'ESS est déjà positionné là-dessus, mais je crois qu'il faut monter très fort là-dessus, parce que ça concerne tout le monde. C'est toute la société qui est immédiatement concernée par ce sujet, et c'est très immédiat. Là aussi, ce sont des grandes mutations, mais qui ne sont pas pour dans 50 ans. Là, c'est en train de se produire. C'est vrai pour l'écologie, c'est vrai pour la question sociale, ce que j'ai évoqué sur notamment les phénomènes de pauvreté, c'est vrai sur les problèmes d'emploi, notamment le chômage de longue durée, et c'est vrai sur la transition démographique, pour donner quelques exemples, au fond, de ces grandes mutations sur lesquelles l'ESS doit se positionner. Et deuxième aspect, et je pense que j'en terminerai par là, c'est la question des alliances. Moi, je rejoins totalement ce qui a été dit. C'est-à-dire, il y a un vrai sujet du point de vue des alliances. L'ESS, évidemment, bon, il faut qu'elle grossisse. On est d'accord, 10%, c'est bien, mais c'est pas assez. Surtout que 10%, il faut regarder comment c'est agrégé, hein, parce que dedans, il y a quand même, hein, voilà, bon, ça veut pas dire grand-chose en réalité. Donc, et encore, on parle que des emplois. Le PIB, ça n'a strictement, alors là, pour le coup, aucun sens si on s'interroge sur le PIB de l'ESS. Je veux dire, d'abord, c'est pas 10%, on dit toujours 10%, mais c'est plutôt 6 ou 7%. Et puis en plus, je veux dire, ça n'a aucun sens. Dès lors qu'on ne vise pas à produire de la croissance économique, de la richesse économique, c'est un des enjeux, mais c'est pas le seul. Donc forcément, le reste, il faut le mesurer aussi. Donc ça n'a pas de sens, évidemment. Donc c'est pour ça, je crois que bon, il y a cette question du développement du poids de l'ESS, mais je pense que l'un des sujets, notamment pour faire avancer les processus, les imaginaires, etc., c'est d'arriver à faire des alliances. Alors ces alliances, je crois qu'il faut les mener à la fois avec la puissance publique, d'abord et avant tout, ça c'est clair. De toute façon, l'ESS, historiquement, ne s'est développé qu'avec l'État. Quand l'État était contre l'ESS, c'est-à-dire après la Révolution française, qu'il a matraqué tous les corps intermédiaires, de fait, l'ESS ne se développait pas. Hein. Donc, ce n'est qu'avec le développement, en réalité, de l'État social que l'ESS s'est développé massivement. Donc ça, c'est quand même une réalité historique, c'est-à-dire que les deux sont liés. Donc, penser je dirais, au vase communicant entre les deux, c'est faux. En réalité, les deux fonctionnent de pair. Voilà. Ça, c'est un point vraiment historique qui est très important, même si à la marge, il peut y avoir, par exemple, l'État qui se décharge d'un certain nombre de ses prérogatives pour des secteurs associatifs, par exemple. Mais ça, c'est marginal, j'ai envie de dire. Le vrai sujet, c'est que, évidemment, l'ESS ne progresse qu'avec les pouvoirs publics, l'État, les collectivités locales. On voit de plus en plus dans le financement de l'ESS que les collectivités locales sont très présentes. C'est pour ça que je crois qu'il faut d'ailleurs poser la question de la responsabilité territoriale des acteurs de l'ESS. C'est-à-dire comment, effectivement, ils justifient de leur contribution à l'intérêt, à la responsabilité territoriale, à l'intérêt des acteurs du territoire. Voilà, ça c'est un point très important, il me semble, à poser. Et dernier point là-dessus, c'est les entreprises. C'est-à-dire, moi, je pense que aussi, il faut développer les coopérations entre les acteurs de l'ESS et les entreprises conventionnelles. Je veux dire, de toute façon, sauf à être particulièrement optimiste, on ne va pas abattre le capitalisme du jour au lendemain. Donc, la seule solution, si on veut répondre aux grands défis que j'ai présentés et dont les enjeux sont très immédiats, je veux dire, sauf à renverser le capitalisme dans les 10 ans à venir, bon, ça va être un peu compliqué. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi à développer des alliances avec des acteurs qui veulent s'engager sur ces terrains-là, sans être instrumentalisés, bien sûr. Il y a des précautions, il y a des garde-fous, mais il faut y aller parce que c'est à ce prix, évidemment, que les phénomènes d'apprentissage auront lieu, que la diffusion des valeurs, des principes et des règles, des actions de l'ESS se fera. Donc, je crois qu'il faut vraiment assumer aussi cette partie-là, avec toutes les précautions d'usage, bien entendu. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des stratégies. On l'a vu avec les pôles territoriaux de coopération économique. On voit des acteurs de l'ESS, des acteurs publics et des entreprises conventionnelles s'associer autour de projets de territoire. Donc, c'est tout à fait possible. Évidemment, il faut conserver, je crois, cet esprit-là. Voilà ce que je pouvais dire, moi, en tout cas, sur mes quelques réactions sur la notion de ESSisation. Merci beaucoup Timothée pour cette intervention absolument passionnante et désolée pour les perturbations visuelles lors de l'intervention de mon côté. Nous allons maintenant passer à une petite intervention, encore une fois, une dernière de Angie Gaudion, donc, qui est chargée de relations publiques et coordinatrice de l'initiative Chaton à l'association Framasoft. Angie, est-ce que tout va bien de ton côté ?
Eh ben, on va voir. Est-ce que vous m'entendez? C'est parfait. Oui. Bon, à défaut d'avoir de parfait. l'image, du coup, ça marche. Bon, voilà. Désolée pour du coup ces petits soucis de connexion. Pas de problème. Donc, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, la démarche de Framasoft est absolument passionnante, concerne un secteur, évidemment, central à nos vies, à toutes et tous. Est-ce que vous pourriez nous présenter donc, ce que fait Framasoft, les activités de Framasoft, les valeurs aussi de Framasoft défend, sa vision politique, et nous préciser quels sont les objectifs finalement de cette association. J'ai le sentiment qu'on n'utilise pas toujours forcément les mêmes, quand j'ai discuté avec vous un peu en préparation de cette agora, on n'utilisait pas toujours les mêmes termes pour parler finalement d'objectifs assez semblables finalement. Quand nous on parle de SSisation de l'économie, peut-être vous utilisez d'autres mots vis-à-vis de votre secteur. Néanmoins, évidemment, les choses se rejoignent, ils sont absolument passionnantes. Donc, je vais vous laisser nous en dire un peu plus. Peut-être pour rebondir avant de présenter Framasoft, justement, c'est assez intéressant ces termes. C'est parce que nous, on ne parle pas du tout de cécisation parce qu'on ne parle pas d'économie, en fait. C'est-à-dire que une de nos valeurs, c'est d'atteindre un monde non marchand. Donc forcément, du coup, tout modèle économique, globalement, n'est pas forcément ce à quoi on tend. Donc je pense que ça explique effectivement le fait qu'on n'a pas du tout les mêmes vocabulaires pour parler de tout ça. Mais je vais rentrer dans le détail de ce qu'est Framasoft, peut-être pour revenir à l'origine en tout cas. Framasoft, c'est du coup quelque chose qui est né en 2001. À la base, donc c'est un enseignant de maths et une enseignante de français dans un collège en Seine-Saint-Denis qui se disent que dans leur contexte professionnel, en fait, il y a assez peu d'outils éducatifs, donc de logiciels éducatifs qui sont connus de l'ensemble de la communauté enseignante et qui décident de mettre en place un annuaire en ligne. À l'époque, c'était un site qui s'appelait framasoft.net. On fête la semaine prochaine les 20 ans du nom de domaine de ce site-là. Donc voilà, il y a pile 20 ans, un nom de domaine et un annuaire où étaient recensés en fait différents logiciels libres. Voilà, ça c'est vraiment le début de Framasoft. Ça a beaucoup changé aujourd'hui, c'est devenu complètement autre chose. Mais c'est important de se rappeler que voilà, c'est basé sur la notion du logiciel libre et que pendant des années, Framasoft s'est donné comme mission de faire la promotion des logiciels libres et a ouvert à ce qu'on appelle les cultures libres ou les droits communs, ou les biens communs d'ailleurs, plutôt que les droits, en général. Aujourd'hui, Framasoft se définit davantage plus comme une association d'éducation populaire. C'est-à-dire que notre rôle, il est avant tout de fournir des dispositifs qui vont permettre aux citoyennes et aux citoyens de se doter d'outils et d'éléments de réflexion pour comprendre le monde numérique dans lequel ils interagissent, a priori en grande majorité en tout cas, et d'avoir un esprit critique sur les différents outils qui sont utilisés. Tout ça dans une optique en fait d'émancipation. C'est-à-dire que pour nous, la base, c'est effectivement d'accompagner l'émancipation des internautes dans leurs pratiques numériques. Alors ça passe par plein de projets différents. Peut-être le programme le plus connu, en tout cas chez Frama, c'est un programme qu'on a lancé en 2014 qui s'appelle Dégooglisons Internet. Qui avait pour objectif de proposer donc des alternatives aux principaux services en ligne proposés par les géants du web. Donc même si ça s'appelait Dégooglisons, c'était pas que Google qui était ciblé, hein, c'était beaucoup plus large que ça. C'était vraiment l'ensemble des grandes entreprises qui proposent des services web. Et donc dans le cadre de Dégooglisons Internet, on a mis à disposition donc des internautes 38 services en ligne, donc basés sur des logiciels libres, bien sûr, accessibles librement, gratuitement, voilà, sans aucune contrepartie de la part des utilisateurs. Aujourd'hui, cette campagne, elle continue toujours puisque même si on n'a pas gardé l'intégralité de ces 38 services et que petit à petit on en ferme, on est encore à 16 services en ligne. Donc aujourd'hui, Framasoft propose 16 services en ligne et ça représente en gros 1 million d'utilisateurs mensuels sur ces services.
Voilà, pour vous donner une idée. Donc, ces services sont divers et variés. Hein. On va avoir de la rédaction collaborative, on va avoir des outils de visio, on va avoir, je ne sais rien moi, des outils de messagerie instantanée d'équipe. Enfin voilà, c'est assez vaste et ça permet, on va dire, de répondre à la majorité des usages numériques d'une population non professionnalisée, c'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas forcément voilà, à des niveaux de professionnalisation très élevés. On est plutôt sur des outils grand public. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être utilisés hein, dans un contexte professionnel. Je pense une rédaction collaborative d'un document, bien évidemment, ça peut être utilisé dans un cadre pro, mais effectivement, ça fonctionne aussi dans un cadre perso. Donc, notre objectif, il n'est pas de pallier les univers professionnels. Et donc, du coup, Angie, on vous voilà, ça c'est assez mal. Alors, une partie de notre métier, du coup, c'est de voilà, d'installer, de maintenir et de fournir ces services en ligne aux internautes. Une autre partie, c'est que quand ils... Excusez-moi, Ouais. ça a un petit peu coupé, donc on a loupé quelques je suis désolée parce que c'est ma connexion et là, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose de plus. Pas de souci, c'est juste pour vous le dire. Vous pouvez je peux essayer de parler moins vite pour que ce soit plus compréhensible. Oui. Comme vous le sentez. Je vous laisse. Comment ? Donc, ces services en ligne, je pense qu'on a un gros lag en décalage en fait. J'entends vos réponses une fois que j'ai recommencé à parler. Voilà, désolée, je vais attendre quelques secondes du coup entre chaque intervention. Donc voilà, la première activité pour nous, c'est donc cette fourniture de services alternatifs en ligne. Et puis, dans le cadre où il n'y a pas d'alternative en logiciel libre qui existe, on a aussi du coup quasiment un tiers de notre activité qui est de développer les logiciels permettant de générer des alternatives. Donc aujourd'hui, chez Framasoft, on a 4 logiciels qui sont développés en interne. Peertube, qui est l'alternative à YouTube. Mobilisons, qui est l'alternative aux événements et aux groupes Facebook, donc qui ne prend pas l'intégralité, c'est pas une alternative à Facebook dans sa globalité, mais qui sort de Facebook vraiment que la partie événements et que la partie groupe et qui propose du coup voilà, de faire fonctionner ça dans un service en ligne qui donc s'appelle Mobilisons. On a un logiciel qui s'appelle Yakform qui permet de faire des formulaires en ligne, donc c'est une alternative à Google Forms. Et puis, on a Framadat, qui est l'alternative à Doodle, donc qui permet de faire du sondage de dates pour caler des réunions, voilà, des moments en commun avec plusieurs personnes. Voilà. Donc, ces 4 logiciels qu'on développe en interne, ils représentent du coup une grosse activité, hein, puisque la plupart de l'équipe salariée au sein de Frama, pour le coup, c'est les développeurs qui font ces logiciels. Et puis enfin, on a un dernier tiers de notre activité qui est vraiment la mise en place de dispositifs de vulgarisation sur les enjeux du numérique de façon générale. Et donc ça passe par vraiment plein de projets différents. Ça va être, par exemple, on a écrit un guide qui s'appelle Résolu, qui est un guide pour accompagner les associations dans leur démarche de migration vers des outils libres. Donc on leur explique voilà la méthode qu'il y a, comment on fait du coup pour se lancer dans une dégooglisation au sein d'une asso, quels sont les outils qui sont à disposition, etc., etc. On a aussi produit un MOOC qui s'appelle Internet, pourquoi et comment reprendre le contrôle, donc sur lequel on a un certain nombre d'éléments qui peuvent du coup expliciter quel est le problème qu'il y a avec les géants du web. On travaille en partenariat avec d'autres structures existantes, là par exemple sur un jeu de cartes pour animateurs qui permet du coup d'animer des discussions autour du numérique éthique. Enfin voilà, c'est divers et varié, je ne ferai pas une liste exhaustive. Et puis quand même le dernier point, je pense, qui est assez intéressant pour vous, c'est qu'on s'est rendu compte avec des Googlisons Internet que finalement, on était en train de devenir le Google du libre. C'est-à-dire que quand les gens cherchaient des services alternatifs, ils venaient tous chez nous. Et donc, ça nous a posé quand même quelques gros problèmes en termes de positionnement. C'est-à-dire que si c'est pour recentraliser finalement tout le libre chez un seul acteur, pour nous, c'est l'inverse de ce qu'on combat. Et donc, on a initié en 2016 un collectif qui s'appelle Chaton,
Chaton, ça veut dire collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires, qui est un collectif qui regroupe aujourd'hui 97 structures et ça va continuer à grossir a priori. Hein. C'est pas un collectif fermé, il y a toujours possibilité de le rejoindre. Et donc ces structures qui font partie de ce collectif sont des structures qui elles-mêmes proposent des services en ligne accessibles aux internautes. Voilà. Et donc en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'autres structures et qu'on n'était pas du tout les seuls à faire ça. Et l'idée aujourd'hui, c'est du coup de davantage valoriser ces structures pour que les internautes puissent avoir le choix de leurs alternatives. C'est-à-dire se tournent pas forcément vers Framasoft, mais aillent aussi vers d'autres acteurs qui font, on va dire, des choses assez similaires à ce qu'on fait nous au niveau en tout cas des services. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, sur du coup nos valeurs, bien sûr, bon, on est une association qui voilà se positionne en tout cas politiquement. Alors on n'est pas partisan, hein, très clairement, on est très apartisan. D'ailleurs, c'est vraiment quelque chose qu'on revendique, mais très politiquement se positionne dans un contexte qui est celui de l'ESS, à mon avis, dans sa globalité. Hein. C'est-à-dire que nous, on est pour accompagner voilà, les structures qui œuvrent pour le progrès et la justice sociale. C'est vraiment notre mantra, en tout cas depuis un certain nombre d'années. Ce qui fait que on est en ce moment en train de développer un certain nombre de projets qui vont être des outils qui vont permettre justement à ces structures, à ces entreprises, à ces associations, peu importe leur statut juridique, c'est pas vraiment ce qui nous importe nous, qu'elles puissent sortir des outils numériques propriétaires qu'elles utilisent actuellement. Parce qu'il y a quand même une problématique qui nous semble, en tout cas pour nous, très très forte, c'est que je ne vois pas comment on va pouvoir avoir un monde plus juste pour tout le monde, plus solidaire, si on utilise du coup les outils du capitalisme en fait. Enfin, pour moi, il y a comme une problématique de cohérence très forte, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir changer le monde en utilisant les outils de l'ancien monde en fait. Enfin voilà, je pense qu'il y a des limites de ce côté-là, et donc voilà, là dans les années à venir, on est vraiment sur cette logique de pouvoir outiller ce que nous on appelle la société de contribution en fait. Donc tous les acteurs qui veulent du coup aller dans ce sens-là. Après, bien sûr, on va forcer personne. Hein, les structures qui veulent rester chez Google ou Microsoft ou ailleurs, j'en sais rien d'ailleurs, où ils veulent, on va pas les forcer, mais on va essayer de les convaincre de la pertinence qu'il peut y avoir du coup à changer leurs outils numériques pour être plus en phase tout simplement avec leurs valeurs. Ah, je vous vois parler, mais je vous entends pas. C'était la fin de votre intervention, donc, Angie? Bah, en tout cas, voilà, s'il y a des questions supplémentaires, je veux bien, mais ça fait une petite introduction. Ouais. C'était parfait, merci beaucoup. C'était très passionnant et c'est assez fort les différents points de convergence qu'on peut avoir entre toutes les interventions, plus généralement sur comment, in fine, l'objectif aussi, c'est de redonner du contrôle aux citoyens sur un certain nombre d'activités clés pour l'humanité. Et puis, on parle aussi de développer l'esprit critique, changer notre imaginaire aussi. Tout ça, c'est évidemment des éléments qui se rejoignent et qui me paraissent assez essentiels. Avant de passer à la session un petit peu de questions-réponses, donc pour rappel, je vous invite à poser des questions dans l'onglet questions du dispositif. Mais avant cela, je vous propose que l'on visionne une petite vidéo que nous propose, qui a été réalisée notamment par Aesio en partenariat avec la fondation DNDI. Donc, je vous propose qu'on regarde ça. N'hésitez pas à me faire savoir si vous n'entendez pas. On n'entend pas. Pardon, vous n'entendez pas? Non. Oui, moi j'ai l'image, mais pas le son. Ouais. Mais poursuis peut-être un petit peu, Pauline. Quand tu faisais l'essai, pareil, au début, on n'entendait pas la musique de fond, ce qui n'est pas très grave en soi. D'accord, ok, bon. Je reteste.
Non, Alors, on n'entend pas. c'est bien dommage. On avait fait un test spécifiquement pour ça tout à l'heure avec Samira. Je n'ai pas spécifiquement de solution à apporter à notre problème là. Donc, Samira, qu'est-ce que tu en penses? On passe directement aux questions-réponses. C'est pas très grave. On peut éventuellement indiquer à nos participants qu'elles sont disponibles en tapant ESSisation d'INDI. Et il y en a également une très belle qui a été faite avec Railcop, qu'on ne présente plus en principe, qui se lance là. En gros, la fondation d'INDI, c'est une fondation qui a, là, cet exemple est très concret, qui a fait collaborer un laboratoire pharmaceutique privé, je ne sais plus lequel, il me semble que c'est Sanofi, et puis des bailleurs, des États africains, des institutions, pour développer un vaccin sur des maladies de niche, en fait, des maladies qui n'avaient pas assez de ROI, qui n'étaient pas suffisamment rentables pour les grands laboratoires pharmaceutiques. Et bien, DNDi, cette fondation, donc cet acteur de l'ESS, a réussi à faire la jonction entre les intérêts publics, ces populations vulnérables et des laboratoires pharmaceutiques pour développer des vaccins qui n'étaient pas assez rentables pour l'industrie pharmaceutique, mais a trouvé son utilité sociale et encore une fois son rôle de passeur entre acteurs publics et acteurs lucratifs pour répondre, faire preuve d'innovation sociale et répondre à une problématique sociale qui n'était adressée qui n'était pas adressée naturellement par le marché. Donc c'est un exemple un peu, mais on a eu par ailleurs en discutant avec les intervenants, donc c'est pas très grave, et puis chacun peut les retrouver en tapant DNDi, ESSisation. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer tout à l'heure de débrancher mon casque pour savoir mes écouteurs pour voir si ça résout le problème. Mais là, je viens de tester et je n'entendais plus personne. Alors, je vous propose pour l'instant qu'on passe aux questions-réponses. Je vais les parcourir, voir s'il y en a certaines sur lesquelles j'ai déjà des éléments de réponse. Et ensuite, on va laisser la parole évidemment à nos différents intervenants qui, par ailleurs, peuvent tout à fait profiter de ce temps-là de questions-réponses pour rebondir sur les interventions des uns et des autres, évidemment. Alors, première chose, il y a une question qui nous est parvenue par mail, donc envoyée par François Bernard, qui dit « Nous sommes un PTCE implanté dans un territoire rural dans un village de 1000 habitants, une communauté de communes de 45 000 hectares. Le pôle textile solidaire d'Avre et d'Iton est géré par la SIC Les Enfants d'Alice. La coopérative est constituée d'une SARL SCOP, d'une association de soutien à des projets de femmes, Alice Guy Productions, un mouvement d'éducation, Y Normandie, des sociétaires citoyens. Nous travaillons depuis 3 ans avec la marque de vêtements Tao du groupe Muliez et la commune de Tillières-sur-Avre. Ça fait un beau programme tout ça. Notre question, comment l'ESS et l'éducation populaire soutiennent-ils concrètement les projets en milieu rural? J'ai envie de dire que déjà tous les exemples que vous m'avez donnés sont des beaux exemples de soutien de l'ESS à des projets en milieu rural. Et sinon, je crois que même si nos intervenants pourront abonder dans mon sens, de nombreuses structures de l'ESS soutiennent des projets en milieu rural. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai échangé notamment avec la Rural Move, le fonds de dotation de familles rurales, qui soutient financièrement des initiatives partout sur le territoire, qui répondent à de vrais besoins sociaux majeurs dans les territoires ruraux. Et d'autres exemples comme ça, il y en a à l'appel, mais je laisserai tout à l'heure les intervenants nous en faire part également s'ils ont d'autres exemples. Alors, d'autres questions. Samira, peut-on dire alors que l'ESSisation s'est allée au-delà de la loi du 31 juillet 2014? En ce sens, comment peut-on faire pour que la loi soit élargie? Vraie question. Est-ce que nous souhaitons pour ESSiser développer l'ESS dans notre société? Est-ce qu'il faut passer pour cela par une évolution législative et donc faire évoluer les lois, les contours tels qu'on les connaît de la loi de 2014 qui définissent l'ESS? Ça pose un peu le débat qu'on avait tout à l'heure. Se développer sans perdre pour autant les valeurs, c'est ça aussi qui nous préoccupe et qui nous anime. Si on changeait la loi, donc si on élargissait comme vous le suggérez, pourquoi faire? Est-ce que ça ne risquerait pas de diluer un petit peu les principes de fonctionnement de l'ESS? Vrai débat. Autre question.
Quelle place pour le numérique éthique et responsable? Quelles actions, quels acteurs et programmes en place? Je crois qu'Angie a pas mal répondu à cette question posée un petit peu plus tôt. Une autre question aussi, je crois, en réaction à l'intervention de Samira tout à l'heure, quels sont les secteurs non éthiques? Est-ce que ça existe une... Peut-être je balaye un peu les questions et je vous mettrai. Mais voilà, cette question. Une question très intéressante, enfin plutôt une suggestion très intéressante. C'est vrai qu'on parle beaucoup des valeurs de l'ESS. Néanmoins, comme le dit Bernard ici, l'ESS n'est pas exemplaire. Quid de l'égalité femmes-hommes qui n'est pas complètement aboutie évidemment dans l'ESS, de la démocratie salariale, de l'accès des femmes aux postes de dirigeants, des différentes discriminations qui peuvent exister dans l'ESS. Tout à fait juste, Bernard, et je crois que s'il est évidemment essentiel de SSiser davantage notre société, il est essentiel de le faire avec exemplarité et de continuer à faire progresser l'ESS sur un certain nombre de points. Alors, une proposition de Jean, il faut systématiquement changer les 3 paramètres du développement, partir de la consommation, essayer de changer ses composantes, puis regarder comment on modifie la production en changeant la propriété du capital puis les échanges. Il faut changer le modèle dans sa globalité. Des objectifs ambitieux exprimés par Jean. Et une autre question de Bernard qui se pose la question, est-ce que ça existe vraiment un écosystème économique qui intègre complètement une dimension éthique? Est-ce que ça peut aller au-delà de l'affichage? Donc, une question assez fondamentale. Merci à Frédéric d'avoir raconté son vécu qui montre que l'ESS a joué un rôle dans les grands problèmes démocratiques. Un témoignage d'Antoine. Alors, quelle place pour la puissance publique dans l'ESSisation? Timothée nous en a parlé tout à l'heure, mais pourra peut-être revenir et développer sur ce sujet. Alors, Pascal qui nous a remarqué tous nos problèmes techniques et dit oui, effectivement, il y a un vrai problème de connexion de GoToWebinar quand on est sur des logiciels libres. Donc, on va se pencher sur la question puisque nous avons eu des difficultés particulièrement importantes aujourd'hui. Timothée, Angie. En tout cas, Timothée, je m'en excuse une fois de plus. Merci Timothée du RG. Merci Timothée de rappeler que la coopération est le ciment de l'ESS. Voilà, c'est bon, on n'a pas que des questions, on a aussi des remerciements, etc. Donc, c'est absolument splendide. Comment valoriser la diversité des acteurs de l'ESS dans une parole commune? C'est un peu ce qu'on essaye de faire avec la République de l'ESS et c'est un peu ce que aussi essaye de faire ESS France au quotidien à travers ses activités de représentation et de porte-voix de l'ESS dans toute sa diversité, mais on peut toujours évidemment faire mieux. Pour les vidéos, est-il possible de mettre les liens? Je vais le faire dès que possible. Hop, hop, hop. Alors, on nous demande beaucoup de choses, des ressources. Malheureusement, il y a beaucoup de questions. Je ne sais pas si je vais pouvoir toutes les aborder. Je vais laisser déjà la parole à nos intervenants pour répondre à plusieurs thématiques qui ont été évoquées dans l'onglet questions. Et après, on verra s'il nous reste le temps pour en balayer d'autres. Qui souhaite commencer? Samira, peut-être? Oui, je vais peut-être. J'ai vu que tu m'avais pointé à différents moments sur des questions en particulier. Et puis, ça fait aussi le lien avec les propos de différents de nos intervenants. Il y a déjà une question sur faut-il faire évoluer la loi de 2014. Alors, moi, je suis pas experte, j'ai pas mandat au sein d'organisations représentatives pour m'exprimer sur le sujet, mais en tout cas, c'est pas l'ambition de l'ESSisation. La loi de l'ESS est ce qu'elle est. Elle a le mérite de poser le périmètre juridique, donc c'est déjà une forme de reconnaissance, de créer également le statut d'entreprise lucrative qui est un voie avec qui reste à développer, puisqu'il faut le rappeler, les entreprises agréées ESUS sont soumises à des normes, donc à l'agrémentation délivrée par les DRETS, donc les services déconcentrés de l'État, avec tout un processus, et des normes en termes d'encadrement des salaires qui ne sont pas forcément appliquées dans les entreprises à statut traditionnel dans l'ESS. Donc voilà, c'est une forme importante qui reste encore à développer, qui peut
en effet être facilitante pour investir de nouveaux secteurs d'activité. Mais la loi telle qu'elle est aujourd'hui, c'est pas le message de l'ESSisation de la modifier, comme c'est pas non plus l'idée de se dire que on mélange joyeusement loi Pacte, etc. On se félicite également de ce mouvement, mais l'idée, c'est vraiment de faire grossir l'ESS dans les statuts et les formes juridiques telles qu'elles existent aujourd'hui. Après, il y a un point, et c'est tout à fait judicieux, on doit également s'attendre, et Timothée l'a rappelé, à une politique volontariste des pouvoirs publics, parce qu'il est de leur intérêt de contribuer au développement de ces formes d'entreprendre. Enfin, c'est quand même flagrant quand on regarde ne serait-ce que l'introduction du plan de relance. On parle de quoi? On parle de transition écologique, on parle d'emploi dans les territoires, on parle de résilience économique. Si on ne parle pas d'ESS, de quoi on parle? Donc effectivement, on peut s'attendre à une politique davantage volontariste des collectivités et de l'État là-dessus. D'autant qu'on l'a vu, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais et Timothée en a dit un mot, c'est magnifique de voir que les formes entrepreneuriales de l'ESS, et on le voit beaucoup sous les formes coopératives, représentent une vraie alternative crédible à tous ces phénomènes de plateformisation, en redonnant du pouvoir d'agir, en partageant mieux la valeur pour les collaborateurs. Voilà, avec une forme d'horizontalité dans la prise de décision également. Donc ça, c'est top, ça doit être davantage valorisé. Et là-dessus, j'en reviens à un autre point qui fait aussi écho, je pense, à une réflexion qui est portée par Engie, c'est que je pense qu'il faut aussi sortir d'une forme d'hypocrisie. Si on veut développer l'ESS, c'est aussi la responsabilité des entreprises de l'ESS elles-mêmes et des grandes fédérations qui les représentent, mais également des citoyens. Engie en parlait pour accompagner les entreprises de l'ESS dans la migration informatique d'outils vers des logiciels libres. C'est vrai que là-dessus, on a une forme d'exemplarité. Donc, nos entreprises, les fédérations qui les accompagnent doivent pouvoir se saisir de ces outils et les accompagner. Si nous, entreprises de l'ESS, on n'utilise pas ces outils-là, qui portent nos valeurs et qui sont avant tout un gage d'éthique, qui les utilisera? Et c'est pareil pour les citoyens et notre participant qui témoignait sur la PTCE. C'est aussi de la responsabilité de chacun d'aller consommer ESS. C'est aussi un acte de citoyenneté économique. On ne peut pas se plaindre en effet d'être utilisé. C'est ça, surtout ces logiciels où Engie en parlait à travers les Google, etc. On est des produits en fait. On est exposé à de la publicité, etc. Traquer. C'est notre responsabilité de se sortir de ces outils-là, d'avoir une démarche éthique dans nos achats, nos consommations pour faire évoluer ces modèles. Et en effet, là-dessus, l'ESS doit aussi balayer devant sa porte, faire preuve de davantage d'exemplarité dans les pratiques RH, on l'a évoqué rapidement, mais également dans les outils auxquels elle recourt pour développer son activité. Voilà pour balayer un peu. Merci beaucoup, Samira. Je ne sais pas si Frédéric, tu souhaites. Oui, je vais rebondir aussi sur la puissance publique parce que ça me paraît important. Effectivement, en fait, c'est avant tout au pouvoir public de changer la norme, de changer la réglementation pour impulser de l'éthique et de la responsabilité dans les circuits économiques. Si la puissance publique ne le fait pas, qui va le faire? Alors évidemment, ça ne suffit pas. Il faut qu'on pousse la puissance publique à bouger. Donc, c'est ce que fait ESS France avec son plaidoyer en particulier. Donc, ça, c'est essentiel. Et c'est évidemment là que doivent s'engager les politiques, chacun à leur niveau, que ce soit les députés, que ce soit les élus dans les conseils régionaux, que ce soit les maires. C'est vraiment leur rôle. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour servir la population et les citoyens les attendent là-dessus. Donc, c'est essentiel que la puissance publique se positionne. Il me semble qu'elle le fait. Elle le fait probablement pas suffisamment, mais elle le fait, donc ça avance. Donc là, moi, j'y vois quand même un signe un petit peu positif quand même si le chemin est encore long. Et puis, et je relie la question de la puissance publique, moi aussi, Samira, au PTCE en Normandie, la vallée de l'Avre, parce qu'en fait, la façon dont se clôturait son intervention, comment l'ESS intervient-elle pour soutenir les territoires, je sens un petit peu dans cette question, dans cette interpellation, un regret, peut-être un isolement sur son territoire. Je me dis peut-être que ce PTCE se sent un peu seul. Et ben voilà, je pense qu'il faut, alors l'ESS peut aider l'ESS, elle le fait d'ailleurs peut-être pas suffisamment, mais je pense aussi qu'il faut vraiment interpeller la puissance publique parce que c'est à eux d'agir et c'est à eux de faire en sorte que les circuits changent, que les réflexions changent. Et puis, je voudrais intervenir aussi sur un deuxième champ de questions qui a été posé tout à l'heure.
La question des secteurs non éthiques. Alors moi, j'ai envie de dire les secteurs non éthiques, pour moi, c'est assez simple. En fait, c'est les secteurs qui détruisent. Donc, on va dire assez basiquement, si je vous prends les énergies fossiles, si je vous prends le tabac, si je vous prends le secteur de l'armement, ce sont des secteurs qui ne sont pas éthiques. Tout le monde à peu près va être d'accord avec cette idée-là, mais ça fait au moins 30 ans qu'on dit la même chose. Et une fois qu'on est sorti des secteurs qui détruisent l'humanité ou son environnement, ça devient plus difficile parce qu'il y a des secteurs d'activité industrielle, il y a des secteurs de services dans lesquels il y a des entreprises qui détruisent ou dont une partie de l'entreprise détruit quelque chose et puis une autre partie de l'entreprise reconstruit autre chose. Donc c'est très difficile en fait de dire il y a des secteurs en entier qui sont éthiques ou qui ne le sont pas. Hormis les hydrocarbures, voilà. Mais c'est compliqué en réalité, cette responsabilité de l'éthique, elle relève pas réellement d'un secteur d'activité en entier, elle relève beaucoup plus de prise de décision individuelle, d'une entreprise individuelle, d'un bassin d'emploi, elle relève voilà, des interactions qu'on peut avoir entre acteurs économiques. Et quand on avait une question qui disait, enfin un lecteur qui nous disait, ce qu'il faut, c'est d'abord examiner la consommation pour ensuite aller changer la production. Je suis et d'accord et pas d'accord à la fois. Je suis d'accord pour dire qu'il faut observer comment la société change, comment effectivement les modes de consommation se modifient et du coup il faut adapter la production en conséquence. Si on veut produire plus d'énergie renouvelable et arrêter le nucléaire parce que ça répond à une attente des citoyens, bien d'accord, faisons-le. Mais je mets un bémol parce que je pense quand même qu'en matière de transformation de la société, et on vient de parler de la puissance publique, je pense qu'on doit être aussi dans une politique de l'offre. Il faut proposer le changement pour que les citoyens se disent « Ah, mais en fait, c'est vrai, vous pensez qu'on peut vraiment changer vous pensez qu'il y a moyen de faire autrement ? Ah bah, si vous me le dites, alors je veux bien essayer. » Et si on n'est pas dans cette logique de politique de l'offre, de changer la production d'abord pour ensuite orienter la consommation différemment, je pense qu'on risque de rater quelque chose. Je vous donne juste un exemple. Moi, je suis convaincu que quand on dit aux gens « Arrêtez de prendre votre voiture, elle est trop vieille, elle est polluante », bah oui, mais j'habite à 80 km de la première ville où il y a un hôpital. Que voulez-vous que les gens fassent? Moi, je suis convaincu qu'il faut d'abord obliger les constructeurs automobiles à changer la motorisation de leur moteur. Et on ne peut pas empêcher les gens qui habitent à 80 km de la première ville à ne plus prendre leur voiture, ce n'est pas possible. Donc je pense qu'il faut qu'on soit dans une politique de l'offre, il faut forcer le changement des modèles de production. Merci beaucoup Frédéric. Donc Angie ou Timothée, je ne sais pas qui souhaite prendre d'abord la parole. Eh ben, puisque Timothée me fait un geste, j'en déduis que c'est pour moi. Je trouve très juste. Enfin, voilà, il y avait plusieurs questions, mais sur la question, alors moi, j'ai mon prisme qui est le numérique, et effectivement, cette notion de balayer devant sa porte me semble très juste. Je rebondis là-dessus, justement en disant que là, c'est vraiment la préoccupation principale de Framasoft aujourd'hui, de faire du lien, de créer effectivement des liaisons avec le monde de l'ESS dans son ensemble, pour accompagner ces structures dans leur transition numérique, en fait, hein. D'être vraiment du coup dans une optique de pouvoir permettre de prendre, donc il y a la prise de conscience, voilà, des outils qui ne sont pas neutres, en fait, qui ne sont jamais neutres, et particulièrement dans le numérique. Mais il y a aussi, du coup, voilà, comment on passe les échelles, parce que bien sûr, ça se fait pas du jour au lendemain et c'est un peu long. Voilà, et puis ça demande du changement. Donc le changement, c'est toujours quelque chose de difficile, en tout cas à imposer. Donc il faut arriver à mettre en place un certain nombre de méthodologies internes au sein d'une structure pour arriver vers ça. Et j'entends très bien les arguments contraires, hein, qui sont la simplicité, le fait que on a commencé sur tel outil, du coup maintenant en sortir c'est complexe. Je suis tout à fait consciente de ça, et très souvent, en fait, quand on a ce type d'argument qui arrive en face, on fait l'analogie avec les mondes de l'alimentation. C'est-à-dire que c'est un peu la même chose. Voilà, s'alimenter au supermarché, c'est hyper facile parce que tous les produits sont au même endroit, dans un même lieu, et en plus ils sont moins chers qu'ailleurs. Enfin, majoritairement en tout cas. Voilà. Quand on passe par une AMAP ou même par une structure qui du coup de petites productions locales, et ben forcément oui, on n'a pas du tout la même offre. C'est pas toujours plus cher, mais en tout
on va avoir des contraintes, on va dire, qui sont plus importantes. Et ben dans le numérique, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que les services numériques éthiques sont parfois effectivement pas aussi simples d'utilisation, et le fait d'y migrer va demander un certain nombre d'efforts. Voilà. Et je pense que c'est un élément important à prendre conscience, qu'on soit simple individu, simple citoyen, mais qu'on soit aussi structure de l'ESS. C'est que oui, ces changements-là demandent du coup une prise de conscience des efforts qui sont nécessaires à faire, et c'est donc de se poser la question de voilà dans quel sens on fait les choses pour que l'effort soit le plus aisé possible. Très clairement, aujourd'hui dans l'alimentation, enfin je pense pour les personnes en tout cas qui ont changé leur mode d'accès aux produits alimentaires, l'effort il est même plus ressenti. Voilà, c'est devenu intégré dans les modes de fonctionnement, donc c'est juste une transition qui voilà, nécessite de prendre conscience de cet élément d'effort. Et je comprends très bien qu'on préfère tous être dans le confort dans un premier temps, mais que finalement voilà, quelques efforts permettent à un moment de passer le cap, et ensuite de même plus se rendre compte qu'effectivement voilà, avant on utilisait des outils qui peut-être nous semblaient plus faciles d'utilisation, ce qui n'est pas forcément le cas en fait. C'est surtout le poids de l'habitude qui fait qu'on a l'impression que c'est facile. Donc voilà, vraiment j'insiste là-dessus, mais si voilà vous participez à ce webinaire et que vous êtes dans cette logique de changer vos habitudes numériques, vos outils numériques en intra, n'hésitez pas à contacter Frama. On pourra du coup vous mettre voilà, en relation, travailler avec vous sur comment faire, et aussi voilà, trouver du coup des personnes pour vous accompagner. En fait, on sera pas en mesure. On est une toute petite équipe, Frama, on est 10 salariés, donc on a vraiment pas du coup les moyens humains pour accompagner toutes les structures une par une. Par contre, on est en train de constituer justement voilà, un annuaire de structures qui font ce type d'accompagnement et vers lesquelles on peut vous transmettre leurs coordonnées et faire avec. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention. Timothée, à toi. Oui, donc pour simplement compléter ce qui a été déjà dit, sur la loi de 2014, je ne pense pas qu'il y ait besoin effectivement de revenir dessus. De toute façon, il ne faut pas faire des lois tous les 4 matins. Une loi, normalement, c'est général, ça pose un cadre et c'est censé durer. Sinon, c'est une mauvaise loi. Moi, je ne crois pas que ce soit une mauvaise loi que la loi de 2014. Et je ne crois pas d'ailleurs que ce soit une demande des acteurs qui ont largement contribué à son écriture, notamment pour le président de l'ESS France. Mais donc sur la loi, je pense que la question, c'est pas tant de modifier la loi que de lui donner des prolongements à travers les pratiques, parce que bon, une loi évidemment, ça a des effets normatifs, ça permet d'indiquer une direction, de donner du sens, un sens général, etc. Bon, là dans le cas présent, elle a produit plusieurs compromis, elle a permis de décoincer certains sujets, je dirais aux marges, mais elle a surtout voilà mis, je pense, un coup de projecteur sur l'ESS. Et ça, c'est sa grande vertu, j'ai envie de dire, enfin, c'est la première. Et derrière, c'est la question de voilà comment on la fait vivre, comment on la prolonge. Je crois que la démarche de la République de l'ESS va dans ce sens. Donc je pense qu'il faut en rester là. À la limite, s'il y avait une loi que je devais modifier, modifier. En tout cas, si on voulait challenger une loi, je parlerais de la loi sur les entreprises à mission, que je trouve à la fois très intéressante parce qu'effectivement, elle permet là aussi d'engager, elle envoie des signaux, donc au-delà des 200, parce que bon, il n'y en a pas beaucoup qui vont là-dedans, donc il y a 250 entreprises qui sont dites à mission aujourd'hui, mais bon, il y en a d'autres qui se dotent d'une raison d'être, c'est le niveau en dessous, et puis il y en a beaucoup d'autres tout simplement qui s'engagent dans la RSE parce qu'ils ont bien compris que c'était la RSE ou la mort, pour paraphraser René Dumont sur l'écologie ou la mort, voilà. Donc il y a un peu cette idée-là, c'est-à-dire que de toute façon, les mutations des systèmes économiques sont telles que, évidemment, qu'il faut adapter, je dirais, ces organisations. Peut-être, on voit par exemple la notion de redirection écologique au niveau des entreprises se poser. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faut pas cesser certaines activités pour mettre les moyens disponibles sur d'autres, enfin bon, qui seraient du coup des activités plus soutenables et donc auxquelles on pourrait imaginer un avenir. Certaines activités, on sait très bien qu'elles n'ont pas d'avenir. Donc voilà, donc il y a, je pense, un questionnement, en tout cas, ça a eu toutes ces vertus-là, mais ça n'a pas posé, je crois, deux questions qui sont pourtant importantes. Alors je ne sais pas si c'est la loi ou si... En tout cas, il faut des incitations là-dessus. C'est la question du partage du pouvoir et du partage de la valeur. Voilà. Ces deux points-là ne sont pas du tout traités. L'entreprise à mission, c'est pas du tout ça. Or, ce sont les deux acquis historiques de l'économie sociale et solidaire. Donc, l'économie sociale et solidaire aurait tout intérêt, me semble-t-il, à poser ces questions-là
et à interpeller en ce sens l'acteur public et les entreprises à mission, en disant mais allez plus loin, voilà, il faut les challenger quelque part. Voilà. Je crois que ça c'est un point important et je pense même que l'ESS pourrait innover. Ce matin je me marrais parce que j'ai sorti un truc j'étais sur un colloque et j'intervenais sur le solidarisme. C'est pour ça que j'ai fait référence tout à l'heure. Et en fait je disais mais le solidarisme ça a résolu la question sociale à la fin du 19e siècle. En tout cas ça y a apporté des réponses tout à fait concrètes, avec le développement de l'État social, des services publics d'un côté, et puis le développement de l'économie sociale de l'autre. Je pense qu'aujourd'hui, il faut s'emparer de la question écologique. Le problème le solidarisme parlait de la dette sociale. Nous avons tous une dette vis-à-vis de la société, finalement, qui nous a produit. Tout ce que l'on a aujourd'hui, toutes nos connaissances, tout notre patrimoine, tout ça, ça vient de la société. Donc, finalement, il faut rendre cette dette, c'est ce qui justifiait l'impôt sur le revenu, des choses de ce type. Et je crois qu'il faut poser aussi aujourd'hui la question de la dette écologique. Voilà. Quelle dette avons-nous finalement vis-à-vis de la nature? Voilà. C'est un point, je pense qu'il faudrait élargir ça, et il faudrait se poser la question du coup de la communauté, de la communauté à laquelle s'applique la solidarité. Aujourd'hui, ce sont que des humains, j'ai envie de dire, et ce sont que au mieux, on a des parties prenantes. C'est-à-dire typiquement dans les SIC, on va prendre en compte les usagers, les producteurs, les acteurs publics, moi je pense, je regardais avec beaucoup d'intérêt, je lisais avec beaucoup d'intérêt ce que Bruno Latour écrit sur le sujet. Il dit il faut faire un parlement des choses. Il dit il faut transformer le Sénat et faire en sorte qu'au Sénat soient représentés les arbres, des espèces en voie de disparition, je sais pas, vous voyez ce que je... Donc c'est en tout cas des choses. Les choses, c'est la nature même de la République. Là, res publica, c'est les choses, hein, c'est la chose publique. Donc finalement, il faut arriver à représenter ces choses. Pourquoi on n'y réfléchirait pas au niveau de l'ESS? Puisque les entreprises à mission ont fait les comités à mission, donc on ne sait pas trop exactement comment ils sont composés, pourquoi l'ESS ne poserait pas la question de ses parties prenantes et notamment de la représentation du non-humain? C'est-à-dire, et donc derrière de la prise en compte de ses externalités, mais aussi de sa contribution, je dirais, positive à la transition écologique. Voilà, donc je pense qu'il y aurait des innovations, même organisationnelles, intéressantes à faire. Enfin voilà, ça ce serait assez rigolo, je pense. Et en même temps, ça aurait une vraie utilité et ça serait démonstrateur. Voilà, donc je dirais ça. Et dernier point, peut-être pour répondre aux questions, c'est la question des acteurs publics. Alors, les acteurs publics, c'est la démarche de la République de l'ESS, c'est une interpellation, ça, en réalité. C'est de dire qu'il faut que la République, finalement, s'appuie davantage dans ses missions, notamment dans sa vocation sociale, dans sa vocation écologique. Il faut qu'elle s'appuie davantage sur les acteurs de l'ESS. Donc ça suppose effectivement, probablement, de revoir aussi la culture, je dirais, disons, de ces dernières décennies, la culture politico-administrative. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le nouveau management public qui résonne en fait en fonction de la concurrence, de la marchandisation des services. Donc, c'est-à-dire, en gros, j'ai un problème, je vais lancer un appel d'offres, je vais mettre les acteurs en concurrence, et puis éventuellement, c'est le moins 10 ans d'ailleurs qui l'emporte, etc. Donc, il y a ce type de logique dans le nouveau management public. Moi, il me semble que plutôt que d'être sur des logiques marchandes et de mise en concurrence, il serait intéressant de reprendre des logiques, ce que j'appelle moi un management public coopératif. C'est-à-dire, c'est ce que font les SIC, par exemple, c'est ce que font aussi d'autres outils. Hein. Les monnaies locales, c'en est un autre exemple. Enfin, il y en a tout un tas. En tout cas, des outils dans lesquels les acteurs publics sont présents et coopèrent avec des acteurs de l'ESS. Je prendrai un exemple que j'aime bien citer, qui est bordelais aussi, c'est la SIC Aptic, qui est une SIC dans le domaine de l'inclusion numérique. La politique d'inclusion numérique qui a été mise en place par l'État est notamment passée par cette SIC, dont l'État est sociétaire. C'est l'une des 2 seules SIC en France, il y en a 2 dans le domaine numérique, la MENNUM et Aptic, dont l'État est sociétaire. Donc c'est possible. Alors ça a été, je crois, des débats internes au sein de l'État pour savoir est-ce qu'on a le droit, pas le droit. Alors déjà, ça se pose dans les collectivités des fois, alors que tout le monde sait que c'est possible, mais bon, dans les collectivités, ça se pose. Mais alors l'État, je vous dis pas. Donc là, il y a eu je sais pas combien de rapports sur le sujet, de services qui s'en sont mêlés, de juristes qui disaient que tout ça était quand même très risqué. Enfin bon, vous imaginez le truc. Mais bon, ils l'ont fait. Et donc finalement, ils sont dedans et ils construisent au fond leur politique d'inclusion numérique en s'appuyant sur une SIC. Ça, je trouve ça extrêmement intéressant parce que c'est rare, c'est totalement expérimental et pourtant ça mériterait d'être diffusé. Je crois qu'il faut passer de ce nouveau management public concurrentiel et marchand à un management public coopératif. C'est ça l'utilisation de l'État là pour le coup ou des pouvoirs publics. Hein, c'est pas seulement finalement le néolibéralisme qui viendrait coloniser la puissance publique, mais c'est bien à l'ESS de le faire. Voilà. Je crois que ça c'est un bon exemple en tout cas de ces nouveaux modèles d'action publique qui nous reste à inventer. Voilà, il y a des esquisses, il y a des essais, des tentatives, mais il faut aller bien sûr beaucoup plus loin.
Merci beaucoup pour toutes ces interventions. Peut-être avant de conclure cet échange, 3 thèmes qui reviennent dans les questions et sur lesquels je vais vous laisser la parole. Première chose, concrètement, il y a beaucoup de jeunes entreprises qui disent partager les valeurs qui sont au cœur de l'ESS, mais qui pour autant ne se réclament pas de l'ESS. Concrètement, comment on favorise la bascule de ces jeunes entreprises dans l'ESS, qui pourtant sont dans la recherche de sens, affirment un certain nombre de valeurs. Deuxième chose, est-ce que pour ESSiser, il n'y a pas l'objectif déjà de bien exprimer, de bien diffuser dans le débat public, dans la société, quelles sont les différences entre l'ESS et le reste des acteurs, notamment du privé lucratif? Est-ce que ce n'est pas en mettant davantage en avant nos différences et nos spécificités qu'on va pouvoir se développer? Et dernière chose, est-ce que ça existe des collectivités territoriales qui ont déjà réalisé des schémas de développement avec des objectifs bien précis pour l'ESS? Est-ce qu'on en trouve? Est-ce que vous avez des exemples assez marquants de ça? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Donc voilà pour 3 thématiques qui sont revenues parmi les questions. Je ne sais pas qui veut commencer, si vous avez des réactions. Mais Timothée, oui, vas-y, pas de problème. Je peux, si personne se lance, juste sur la question de la bascule des parce que ça, c'est des sujets je connais un peu. Donc, sur la bascule des entreprises dans l'ESS, moi, ce que j'observe, effectivement, c'est que beaucoup d'entreprises, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est-à-dire se créent de manière conventionnelle et sans, parce que, en fait, dans les différentes, dans l'écosystème, on va dire, entrepreneurial, personne ne parle de l'ESS. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas les pépinières d'entreprise, les choses de type qui aident à la création. Tous ceux qui aident à la création ne valorisent pas les modèles de l'ESS. Donc, je crois qu'il y a un vrai sujet là de tête de réseau finalement à poser et donc au niveau de la création déjà. Premier niveau parce que après, c'est beaucoup plus compliqué de transformer une entreprise. On ne va pas la transformer en coopérative comme ça. Donc, ça, je crois que c'est un premier point. C'est au moment de la création d'entreprise, il faut vraiment faire de la prévention d'une certaine manière et éviter effectivement, en tout cas, laisser le choix, le libre choix. On défend la diversité, la biodiversité économique. Et bien, laissons le libre choix à chacun de créer l'entreprise selon le modèle qui lui convient le mieux, et notamment du point de vue de ses statuts juridiques. Donc, mais ça suppose voilà que cette biodiversité puisse être présentée aux acteurs. Après, il y a beaucoup d'entreprises, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui en fait se rendent compte, une fois qu'elles ont été créées, elles se disent ah ouais mais moi en fait je suis de l'ESS. Alors ils ne sont pas tout à fait. Donc en fait ça veut dire qu'ils aimeraient y être. Donc, et alors comment ils font? Ils font comme Mediatico a fait, c'est-à-dire ils vont prendre un agrément ESUS, ils font ou alors tout simplement société commerciale de l'ESS. Et ça sert à ça. En réalité, pour moi, l'agrément, enfin tout le débat là autour de l'ajout des sociétés commerciales avec la solution trouvée qui n'était, je ne sais pas d'ailleurs si c'était bien anticipé de cette façon-là, j'en suis pas certain, mais je pense qu'en réalité ça sert surtout à raccrocher des acteurs qui en fait se sont trompés, j'ai envie de dire. Voilà, se sont trompés malgré eux parce qu'en fait ça leur a pas été présenté. Donc forcément, ils rattrapent le coup après quoi. Voilà, moi je pense que c'est ça en fait, et je crois qu'il faudra arriver à développer ces sociétés commerciales de l'ESS dans ce sens. Et après, sur la question des collectivités territoriales, moi je reviendrai juste là-dessus. Je crois effectivement il y a beaucoup de collectivités territoriales, heureusement, qui développent des schémas. Vous savez, les schémas, moi j'ai travaillé à un moment donné dans un département et les schémas, il y en avait plein, quoi. Et puis personne les lit, les schémas. Donc en tout cas, ce qu'il faut, c'est effectivement développer des cadres d'intervention et des actions pour l'économie sociale et solidaire. Et ça, il y en a beaucoup. Il y a un réseau qui s'appelle le Réseau des territoires pour l'économie solidaire, qui regroupe effectivement de nombreuses collectivités qui sont engagées sur ces sujets. Moi, je viens d'une région où c'est particulièrement développé, puisque nous avons même 4 niveaux de collectivités qui ont conventionné autour de l'ESS, la ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole, le département de la Gironde et la région Nouvelle-Aquitaine. Ça, c'est quelque chose d'unique en France et probablement également à l'international, et qui fait qu'on a 4 niveaux de collectivités qui peuvent vraiment aller très fort, développer un certain nombre de choses. Première production qu'ils ont faite, c'est de ramener à Bordeaux le Forum mondial de l'économie sociale, donc qui est le réseau international, si vous voulez, des gouvernements locaux et des têtes de réseau de l'économie sociale et solidaire. Donc ça c'était à Séoul, ça revient à Bordeaux sur la base notamment de cette convention. Donc on a des collectivités locales qui sont particulièrement à la manœuvre sur ces sujets. J'ai parlé des SIC, la métropole de Rennes avait adopté par exemple un règlement d'intervention pour les prises de participation dans les SIC.
qui a inspiré d'ailleurs Bordeaux, qui s'en est doté également il y a quelques mois. Et donc, je donnerai cet exemple, mais il y en a bien d'autres. Une foncière solidaire là, qui se développe à Bordeaux. Il y a, je cite beaucoup Bordeaux, je le connais un peu, mais ça se passe évidemment dans beaucoup d'autres villes du territoire. Paris, par exemple, a doublé Bordeaux, donc il y en a quand même qui font mieux des fois. C'est sur la maison des coursiers, par exemple, on parlait de l'ubérisation. La maison des coursiers de livreurs à vélo s'est montée à Paris en lien avec CopCycle. Eh bien, il y a quelque chose du même ordre qui se prépare évidemment à Bordeaux, puis je crois qu'il y a d'autres villes aussi qui s'en saisissent. Donc voilà, donc il y a plein d'actions comme ça, des règlements d'intervention, des actions, des marges, des partenariats qui se montent. Là, je cite voilà, que quelques exemples. J'aurais énormément de choses à dire sur ces sujets. Enfin, ça mériterait un webinaire à part entière. Mais voilà, pour donner quelques exemples. Donc, il y a beaucoup de territoires, et ce, à tous les échelons, j'en conclurai par là, les villes, qu'elles soient d'ailleurs, là j'ai cité des grandes villes, mais c'est vrai aussi dans les territoires ruraux, hein, qui s'emparent beaucoup de ces sujets, dans des logiques de revitalisation de centres-bourgs, de tiers-lieux, de développement d'une alimentation durable. Enfin bon, il y a des sujets comme ça de nouvelles mobilités, il y a des sujets comme ça qui reviennent. Les départements aussi, hein, il y a de plus en plus de départements qui traitent l'ESS. En fait, les départements, ils ne le savent pas le plus souvent, mais ce sont les principaux financeurs de l'ESS grâce à l'action sociale et médico-sociale. Donc, ils ont tout intérêt, en fait, à se doter de délégations en la matière. Et les régions, bien sûr, eux, ils ont une obligation légale de toute façon de monter des conférences régionales et d'intégrer ça à leur schéma au SRDE2I, les schémas de développement économique. En fait, pour revenir sur la question des schémas, les régions, de toute façon, doivent l'inclure. Alors évidemment, c'est inégal hein, en fonction des régions, mais enfin, de gauche comme de droite d'ailleurs, avec sans doute des orientations un peu différentes, mais tout le monde s'en saisit. Donc c'est quand même de plus en plus quand même diffusé et partagé aujourd'hui au niveau des collectivités locales. Merci beaucoup Timothée. Est-ce que Frédéric, Samira ou Angie, vous souhaitez prendre la parole? Je peux revenir sur deux points rapidement, sur la bascule des jeunes entreprises classiques vers l'ESS. Alors, je suis assez d'accord avec Timothée pour dire qu'il faut que l'ESS soit beaucoup plus visible dans les instances de création d'entreprises. Et j'ai envie de m'adresser surtout aux créateurs d'entreprises eux-mêmes. À un moment, allez-y, tentez, faites le pas pour aller voir qu'est-ce que c'est que ces structures de l'ESS. Si vous êtes là en train de nous regarder, ça veut dire que vous connaissez ESS France. Vous savez probablement que derrière, il y a des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, ce qu'on appelle les CRES. Dans chaque région en France, il y en a. Elles organisent des ateliers, elles vous font venir, elles vous font travailler ensemble et elles vous font travailler autour des valeurs qui sont celles de l'économie sociale et solidaire. Et je pense que c'est en allant dans ce type de réunion, de groupe de travail-là, qu'en fait, ça fait bouger vos modèles économiques et que vous vous dites, en fait, ça m'intéresse et c'est vers ça que j'ai envie d'aller. Donc, faites le pas, que ce soit au travers des CRES ou au travers d'autres dispositifs existants. Je pense aux incubateurs, aux financeurs de l'économie sociale et solidaire, vous en rencontrez probablement aussi. Faites ce pas-là, vous allez voir, je pense que vous ne serez pas déçus. Et puis le deuxième point, sur comment exprimer les différences entre l'ESS et l'économie classique. Moi, j'ai envie de dire avec Mediatico, un média expert de l'économie sociale et solidaire, on estime, nous, qu'on travaille ça, justement, on essaye de mettre en avant ces différences, mais on ne va pas, dans chaque sujet, dans chaque reportage, dans chaque interview, faire dire aux gens qu'on interviewe, regardez comme on est vachement mieux que dans l'économie classique. C'est pas ça qu'on fait, en fait. Nous, on dit juste, on montre comment travaillent ces structures de l'économie sociale et solidaire, quel est leur écosystème, quel est leur modèle économique et comment derrière il y a de l'impact. Donc en fait, c'est plus notre façon de travailler, c'est la preuve par l'exemple. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus pertinent. En tous les cas, c'est notre façon de travailler. Mais il faut reconnaître une chose quand même. Et je reviens du coup sur la formation des entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises classiques qui savent très bien communiquer et il y a beaucoup d'entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire qui ne savent pas mettre en avant ce qu'ils font, pourquoi ils le font, l'impact qu'ils ont. Et donc, il faut apprendre à communiquer auprès des médias en particulier pour faire passer ces idées-là. Et je pense que là, il y a un enjeu assez important à relever dans l'économie sociale et solidaire, même si on a de très bons panélistes aujourd'hui, évidemment. Peut-être pour compléter. Oui, vas-y. C'était Pauline déjà en premier lieu, que je souscris absolument à ce qui a été dit
par mes collègues avant moi et je trouve que c'est une vraie question qui est soulevée par le participant sur voilà, est-ce qu'il faut mieux se valoriser et promouvoir. On le voit, hein, moi j'ai pas la télévision, mais j'imagine que cette pub autour des banques coopératives existe toujours. La FNMF aussi avait fait une campagne sur comment différencier une mutuelle d'une assurance, etc. Mais en effet, je pense qu'il y a deux enjeux. La première, c'est qu'il y a tout un travail de pédagogie et qu'un certain nombre de consommateurs ont déjà recours à des services issus de l'ESS qui n'ont pas forcément conscience. Et donc là, il faut mieux communiquer sur ce qu'est l'ESS dans son quotidien parce qu'on est tous confrontés à l'ESS au quotidien. Il y a en effet, Frédéric l'a dit, tout cet enjeu du marketing, hein, prenons des grands mots, hein, on est trop timide dans l'ESS, on ne va pas aller assez communiquer et valoriser notre différenciation. Et là, encore une fois, c'était aussi la politique de l'offre qu'évoquait Frédéric. Si on ne donne pas à voir aux citoyens les possibles qui s'offrent à eux, ils ne pourront pas se diriger vers eux. Donc, je pense qu'il y a effectivement davantage de marketing à développer de ce point de vue-là et qui passe notamment, on l'a évoqué, par une meilleure valorisation de notre impact social. Si on explique aux citoyens la façon dont consommer dans telle banque plutôt qu'une autre contribue à créer de l'emploi localement, donc à résorber le chômage et puis finalement à bénéficier à chacun, parce que ça veut dire potentiellement, je ne sais pas, une baisse de l'impôt, des prélèvements sociaux, j'en passe, etc. Je pense qu'un citoyen éclairé peut faire ce choix-là. Simplement, ça manque de pédagogie. Il y a plus de marketing à faire chez nos acteurs et il y a à mieux travailler sur la valorisation de tout l'impact social et territorial aussi qu'évoquait Timothée, que produisent nos activités. Et nos citoyens sauront, si cette offre leur est donnée à voir et mieux valorisée, faire ce choix-là. Je pense qu'on peut compter sur eux. Donc, merci pour cette excellente question. Est-ce que, Angie, vous souhaitez prendre la parole pour le mot de la fin, quelque part? Bah, du coup, je me sens un petit peu en décalage parce que c'est vrai que pour le coup, nous, on n'a pas de vision d'ensemble sur le monde de l'ESS au sein de Frama. En tout cas, c'est pas forcément un sujet qui nous préoccupe en interne. Donc, je serais bien embêtée de faire un mot de la fin, d'autant plus que je suis arrivée en plein milieu, que j'ai pas entendu la moitié de vos interventions. Ça me semblerait très présomptueux de ce niveau-là. Moi, ce que j'entends là, c'est effectivement, et je le confirme, me sentant en tout cas en tant qu'individu un peu en dehors de tout ça, sur le fait que voilà, la différence entre l'ESS, le privé lucratif et voilà ce que se recoupe ce gros mot, hein, enfin ces trois initiales, voilà, n'est sûrement pas clair pour une majorité effectivement de la population. Ça c'est voilà, quelque chose que je peux vous confirmer, auquel je suis confrontée, je pense tous les jours. Et ensuite, je pense qu'il y a effectivement une partie de la population qui utilise voilà les services fournis par les structures de l'ESS sans forcément en être consciente. Et du coup, je trouve qu'il y aurait une possibilité du coup d'encapacitation communicationnelle en fait de ces utilisateurs, du coup davantage s'appuyer sur ces personnes. Je pense que ça s'est bien fait justement dans le domaine de l'alimentaire. Voilà, que c'est beaucoup passé par ça, mais peut-être pas dans les autres domaines. Et je pense qu'il y aurait des pistes à aller vers ça. Voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Merci beaucoup pour toutes ces interventions et pour cette agora. Alors, pour dire peut-être quelques éléments sans avoir la prétention de conclure l'entièreté de ce débat qui était fort passionnant, en tout cas sur le sujet d'affirmer la différenciation de l'économie sociale et solidaire, la différence par rapport à d'autres acteurs, je crois qu'effectivement, ça me paraît être un socle relativement indispensable à l'ESSisation de l'économie et plus largement de la société, d'autant plus quand on sait déjà qu'il est possible de passer une journée 100% ESS dans nos activités en allant faire ses courses, en déposant un enfant à la crèche, en allant à la banque, en faisant une activité sportive. Bref, aujourd'hui, l'ESS est d'ores et déjà présent dans globalement tous les secteurs de l'activité humaine. Et donc, cette place de l'ESS, elle est tout de même déjà très importante dans notre quotidien. À nous, pour pouvoir la développer, de l'affirmer et de le mettre en avant davantage. En tout cas, ce débat était vraiment, vraiment passionnant et je crois qu'on a commencé vraiment
a bien amorcé une réflexion importante sur cette thématique-là, a commencé à identifier des leviers forts. On a parlé de l'implication des pouvoirs publics sur ce sujet-là. On a parlé aussi du fait d'investir un peu plus fortement le secteur de l'accompagnement à la création d'entreprises. Bref, et on a d'autres leviers également qui ont été donnés. Mais je crois qu'on a commencé vraiment à une réflexion assez passionnante qui va se poursuivre, donc notamment lors du congrès de l'ESS qui a lieu le 10 décembre, où nous aurons un atelier également sur le sujet, un atelier qui visera à rentrer encore plus dans l'opérationnalité sur cette question-là, à identifier des leviers forts pour faire en sorte de SSiser beaucoup plus largement la société qui nous entoure et de se fixer aussi des objectifs assez forts. Alors, comme disait Timothée, on ne parle peut-être pas de renverser le capitalisme dans les 10 ans à venir. Néanmoins, on peut et on doit faire mieux, prendre plus de place que ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, je vous remercie toutes et tous pour votre présence à nos côtés aujourd'hui. Vous recevrez toutes et tous une newsletter qui vous donnera le lien de la rediffusion de cette Agora qui également donnera le lien des vidéos que nous n'avons pas pu diffuser aujourd'hui malheureusement et qui vous rappellera donc les intervenants que nous avons eus à nos côtés. Donc voilà, je n'ai rien de plus à vous dire si ce n'est de vous remercier très chaleureusement. Et nous aurons d'autres Agora à venir. On en a notamment 2 qui arrivent au mois de novembre encore et une au mois de décembre. Donc, vous recevrez les informations à ce propos sur vos boîtes mail très, très bientôt. Merci à toutes et à tous. Merci une fois de plus très chaleureusement aux intervenants pour leur présence. Et je vais donc mettre fin à ce webinaire. À bientôt tout le monde. Merci à tous. Au revoir. Et merci à Ezio, pardon, d'avoir organisé ce temps-là avec nous, évidemment. Merci. Merci à vous. Au revoir.